Engel. Oh shit, it's time for the featuring podcast, bro. Hey, c'est Driver. Bienvenue sur le podcast featuring dans lequel je recevrai un invité spécial à chaque épisode. Rappeur, producteur, DJ, beatmaker, homme de l'ombre. Une vraie conversation d'1 heure remplie d'anecdotes comme tu les aimes. Et ça, je te le garantis. C'est clean. Featuring your favorite rapper's favorite podcast. Bienvenue dans Featuring le podcast Featuring parce qu'on est toujours en featuring avec quelqu'un et aujourd'hui nous sommes en featuring avec l'homme que l'on nomme Tariq Azouz. Alors certains vont dire « Ah, enfin !» D'autres vont dire « Mais qui est cette personne ?» Ne vous inquiétez pas, s'il est là, c'est normal. C'est parce que il est important et qu'il a un parcours important qu'il va nous raconter. Et si vous connaissez déjà, vous savez pourquoi il est là. Tariq, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci, et toi ? Très bien. Donc, pour les gens qui ne te connaissent pas, on peut déjà dire que tu es un beatmaker, producteur, beatmaker, je sais pas comment tu te définis. Ouais, les deux. Il y a plusieurs appellations. Moi, voilà. On va parler de ton parcours parce que tu as un parcours atypique. T'as pas le parcours, le CV de tout le monde, de monsieur tout le monde dans ce milieu. Mais nous, on aime bien commencer par le commencement. Et habituellement ici, je dis ça commence au moment où tu rencontres le hip-hop. Mais pour toi, j'ai envie d'élargir un peu. C'est le moment où tu rencontres la musique. C'est à quel moment est-ce que tu peux nous parler de ça ? Bah en vrai, j'ai envie de te dire, c'est un peu le même moment en fin de compte. Si je retourne vraiment en arrière, les premiers souvenirs de rap, mais en fait de musique, du coup, je pense que c'est des souvenirs de rap. C'est du rap, ok, très bien. J'essaie de me dire peut-être avant, j'ai peut-être entendu de la musique rebeu un petit peu chez moi avant, mais j'ai pas de souvenirs concrets. Okay. Mais si je dois avoir un souvenir concret, mon premier souvenir de rap, c'est Prince de la Ville, de 113. Ok, 113, voilà, très bien. L'album. Voilà. Cet album, tu l'aimes, tu l'écoutes. Ouais. Est-ce qu'il te donne envie de faire quelque chose, une discipline ? Parce qu'on sait que t'es beatmaker, mais ce que j'essaye de savoir, c'est est-ce que tu as essayé autre chose ? Non, jamais. Parce que je sais qu'il y a beaucoup ce truc Il n'y a pas un couplet de rap de toi qui traîne quelque part. Non, je te le dirai. Je te jure, je te le dirai. Mais j'allais te dire ça. En plus, il y a plein de producteurs qui sont venus comme ça en disant je voulais rapper, mais j'étais pas bon et j'ai fait des prods. Ouais. Et non, toi, c'est pas ça. Non, c'était pas ça. Moi, du coup, non, cet album, comme je te disais, j'ai kiffé, je l'écoutais, mais c'était vraiment en tant qu'auditeur pur. Au moment où ça sort, j'avais peut-être 9 ans, tu vois, 8-9 ans. Je l'écoutais en cassette pour te dire. Tu vois, dans la voiture de ma mère, tout ça. Donc c'est vraiment, ça remonte. Donc c'est pas l'album qui te donne envie d'être beatmaker. Non. C'est juste le premier album de rap français que t'écoutes. Exactement. Et voilà, ok. Et du coup, tu veux mes souvenirs de musique et je commence à t'intéresser au rap, m'intéresser, à en écouter de plus en plus. Ouais. Ok, très bien. C'est quoi l'évolution derrière alors ? Donc, t'es auditeur. Ouais. À quel moment tu décides d'être un acteur de tout ça ? C'est vraiment très longtemps après. C'est quand j'ai 20 ans. Ok. Tu vois. Et en plus, c'est même pas c'est une décision, mais qui est le fruit d'un hasard en fait. Explique. Et du coup, voilà, donc je t'explique. À ce moment-là, j'ai 20 ans, moi, je suis à la fac et je rencontre un ami à moi qui s'appelle Pills. Enfin, c'est son nom de producteur. Qui nous s'appelle Pierre Albert. Voilà. Ok. C'est un Ivoirien. Ok. Mais voilà, je le rencontre, tout ça, et on discute. Moi, à ce moment-là, je joue déjà du piano. Tu vois, depuis longtemps, parce que j'ai commencé à jouer du piano à mes 12 ans. Comment ? Explique. Ah, donc tu veux que je te parle aussi du piano ? Mais oui, non, mais c'est important. T'arrives, tu joues du piano, direct, ça sort de nulle part. Donc en fait, à mes 12 ans, il y a un pote à moi, son père voulait qu'il prenne des cours de piano. Et il me demande, en fait, même ça, c'est un hasard. Il me dit, ouais, gros, là, mon père, c'est pas il me saoule, mais en gros, il veut que je prenne des cours de piano. T'es chaud pour venir avec moi ? Et moi, je me dis, bon, vas-y, je vais l'accompagner, je vais faire 1 ou 2 cours, histoire qu'il se mette dans le bain et je me casse. Et du coup, j'y suis allé, donc ça, j'avais 12 ans à ce moment-là, et j'y suis allé, en fait, j'ai kiffé, tu vois. Et je pensais que ça allait être comme ça, vite fait, histoire de lui rendre un petit service et qu'il se sente pas trop seul. Et au final, j'ai kiffé. Et j'ai commencé à prendre des cours et je me suis en fait inscrit dans cette école de musique, tu vois. Et du coup, de là, de mes 12 ans à, peut-être justement jusqu'à cette période-là, ma vingtaine, j'ai pris des cours et j'étais très, comment dire, j'étais vraiment passionné par tout ce qui est musique classique, etc. Je le suis encore, mais en tout cas, j'étais vraiment concentré sur ça à ce moment-là. Je m'imaginais même éventuellement peut-être faire une carrière dans ça, que ce soit en musique classique. Dans la musique classique, ouais. Et en parallèle, t'écoutais 113 du rap français, tout ça. En parallèle, j'écoutais grave du rap, que ce soit français ou quinri, j'ai toujours écouté les deux, tu vois. Enfin, pas toujours, mais à partir de mes 12 ans, en tout cas. Tu sais, je suis tombé un peu comme je te dis, par hasard, dans la musique classique et ça m'a vraiment touché, tu vois. Et en plus, tu sais, maintenant que je t'en parle avec le recul, je me dis, à mes 12 ans, j'avais pas de
sais, t'es un peu plus vierge d'informations, donc j'avais pas de retenue par rapport à ça. C'est juste, tu vois, moi ça me parle. Ça te parle, t'y vas. Et du coup, j'ai pas eu de tout ce truc de parfois, la musique classique c'est pour telle personne. Non, nous on n'écoute pas ça, nous on est des mecs. Si t'écoutes du rap, tu peux pas. Voilà, ou si t'écoutes ça, t'es un bouffon. Tu vois, en plus, c'est bien que tu précises, tu viens d'Aulnay-sous-Bois. Ouais, d'Aulnay-sous-Bois, ouais. Et du coup, voilà, tu vois, c'est juste que ça m'a parlé, etc. Et à côté, le rap me parlait de ouf aussi. Et du coup, j'écoute les deux et je travaille beaucoup de musique classique et voilà, je fais ma vie comme ça. Et du coup, comme je te disais, j'imaginais même être éventuellement concertiste ou prof de piano, etc. Donc j'étais vraiment très très concentré, très passionné par ça. Et du coup, ce qui m'amène à la rencontre de Pilz dont je t'ai parlé. Et donc on discute et je lui dis écoute, moi je joue du piano, tout ça, on parle de rap. Il dit moi je fais des instrus. Et du coup lui il était vachement intéressé parce qu'il dit j'ai un mec qui joue d'un instrument, c'est cool pour mes instrus, tu vois. Sûr. Du coup, je suis passé chez lui, je sais pas, peut-être le lendemain, le soir même, je sais plus quand exactement après qu'on a eu cette discussion, et on a fait notre première instru ensemble, tu vois. Et là, je me suis dit, ouais, putain, mais ça, c'est lourd de ouf. Et en fait, je m'étais jamais posé toutes ces questions sur qui fait les instrus, pourquoi ça sonne comme ça, pourquoi ces trucs, pourquoi celle-là me parle, pourquoi elle me parle pas, tu vois. Et là, en fait, ça a un peu ouvert mon esprit à me dire, mais en fait, tu sais, j'avais jamais réalisé, mais il y a tout un monde, en fait, derrière tout ça. Et c'est à partir de là que je me suis dit, mais ça me parle, ça, j'ai envie de faire ça, tu vois. Et du coup, c'est à ce moment-là, tu vois, c'est pour revenir à la question de base, où j'ai décidé de devenir acteur. Au tout début, j'étais pas en mode, ça va être mon métier, pas dès le premier jour, mais il y avait une espèce d'évidence de, putain, j'ai envie de faire ça, tu vois. À ce moment-là, si je comprends bien, tu commences plus par faire de la production additionnelle, c'est-à-dire tu joues des pianos sur les productions de Pilz. Non, même pas vraiment. En fait, si tu veux, on est parti de rien, en fait. Et juste. Ensemble, on vous a avez fait tout construit. Voilà, exactement. C'est donc plus comme ça. T'es déjà beatmaker ce jour-là, en fait. On commence, on a fait notre première instru. Je l'ai encore, d'ailleurs. Je t'ai fait écouter si tu veux. Incroyable. Mais je crois qu'il n'y a pas grand monde qui l'a entendu. Hein. Mais c'est marrant, tu vois. Mais du coup, voilà. Dès le début, j'ai commencé à faire ça. Et puis après, j'ai acheté mon matos. Et qu'est-ce que vous faites de ces instrus que vous faites tous les deux? Vous voulez essayer de les placer ou pas? Non, enfin, c'est arrivé après. Mais à la base, tu sais, c'était juste comme ça, moi. Enfin, surtout la première que tu fais, a priori, ça va pas être un truc extraordinaire. Et tu verras que c'est pas un truc extraordinaire si je te la fais écouter. Mais j'ai même pas encore cette conscience-là du business à ce moment-là. C'est juste, j'ai envie de faire des instrus. Vous avez créé, vous êtes content. Voilà, exactement. Et c'est en avançant un petit peu que y a ce côté placer les instrus qui commence à arriver. Tu vois. Tu dis, derrière, tu as aimé faire ça et tu t'achètes du matériel pour faire tes propres trucs à toi. Comment un jeune d'Aulnay, il arrive à s'acheter du matériel? Ça coûte cher quand même. Ça coûte cher, surtout que moi... T'es jeune, t'es à l'école. Exactement, je suis encore à la fac, ouais. Voilà. À ce moment-là, justement, en plus, moi, je vais chez Pilz, lui, il est sur Mac, tu vois. Et donc, c'est sur Logic Pro, donc moi, dans ma tête, je veux la même chose, tu vois, parce que c'est pour ça que je suis d'ailleurs encore sur Logic Pro aujourd'hui. Du coup, ça coûte un peu de sous. Et on s'est débrouillé, hein, le daron, la daronne, tu sais, je pense qu'ils ont vu aussi que ils ont toujours vu que j'étais sincère dans la musique. C'est pas des caprices de, je veux un truc qui coûte 1500 balles et je vais travailler dessus une semaine, tu vois. Et du coup, le daron, il est dans les micmac, tu vois, il a fait un micmac et tu vois. Le matériel est arrivé, exactement. Et du coup, voilà, à partir de là, c'est comme ça en tout cas que j'ai eu mon matos, c'est que j'ai commencé à bosser chez moi. Très bien. Et t'es toujours à Aulnay à ce Toujours moment-là. à Aulnay. Toujours. Aujourd'hui encore? Aujourd'hui encore, ouais. Incroyable. Et aujourd'hui encore, tu vois, là, au moment où mon daron et ma mère me prennent ce matériel, tu vois, je travaille dans une maison qui est leur maison. Et au jour où je te parle, je travaille encore dans cette maison. J'y habite plus, tu vois, mais ils m'ont construit un petit studio dans le sous-sol, tu vois. Au jour d'aujourd'hui, je travaille dans la même maison dans laquelle j'ai commencé, tu vois. Waouh, ça c'est beau, ça. Ouais, c'est beau. Donc là, tu es à ton compte, on va dire, c'est ça? Tu travailles tout seul? Non, enfin, oui, la plupart... Enfin, ça dépend. La première année, enfin, les 2 premières années, j'allais beaucoup chez lui, chez Pilz. Je faisais beaucoup d'allers-retours, on était ensemble à la fac, tout ça, donc souvent je sortais de la fac, je rentrais chez moi, lui il habitait à Porte-Maillot. Moi j'habitais à Aulnay, tu vois, ça fait mais bon. Ça va, Porte-Maillot, Pilz? Ouais, ça va, c'est cool. Ça se passait. Et du coup, c'était grave confortable en plus comme endroit pour bosser. Et du coup, à ce moment-là, je vais à la fac, je rentre chez moi, le soir je vais chez lui, je rentre avec le premier métro. Des fois je retourne à la fac, des fois le matin j'y vais pas parce que je suis rentré, il était 6h du mat. Mais en tout cas, je vais tout le temps chez lui, tu vois, je bombarde. Et à côté de ça, je travaille aussi chez moi, tu vois. Et c'est, je dirais, après 1 an et demi, où j'ai commencé à un peu plus travailler vraiment constamment chez moi. Donc on peut dire qu'il a été très important à ta formation. Grave. Lui, Nabs aussi, Nabi, qui est un ingé son d'ailleurs aujourd'hui. Et donc c'est les 2 personnes avec qui je travaille beaucoup qui... tu sais, moi j'arrive, j'y connais rien, tu vois. Je sais juste jouer d'un instrument. Toi, t'es un pianiste, toi. C'est ça. Et eux, ils montrent comment me servir de logique. Tu vois, ils sont déjà beaucoup plus évolués que moi dans les instrus. Donc, tu sais, ils canalisent aussi parfois... moi, en tout cas, c'est
c'était peut-être mon défaut, t'as envie d'en faire trop, et puis ça a plus de sens vraiment pour une instru, pour un rappeur qui pose dessus, etc. Donc ils ont été déjà pile crucial pour le fait que je commence à en faire. Et puis après, avec Nabi aussi, tu vois, de montrer le b.a.-ba, les bases, de comment bosser, pour me donner les outils. Et moi, après, quand je travaille seul chez moi, je développe mon propre truc, tu vois. Mais ils ont été très importants. Donc là, tu bosses chez toi tout seul. À quel moment tu te dis, je suis prêt? Là, je vais arriver à un niveau. Alors, à quel moment je me dis j'ai le niveau ou à quel moment je me dis je veux... Non. J'ai le niveau? À quel moment t'as le niveau? Là, je me dis, bon, t'es chez toi, tu bosses tout seul et tout, mais il y a un moment où tu te dis, bon, là, je suis prêt, il faut que ma musique, elle sorte. Ouais. Je dirais... donc, le moment où j'ai commencé, c'est 2010, mars 2010, même pour être précis. Et je dirais en 2014. Ok. J'avais déjà ces objectifs, hein, tu vois, ça a pris du temps. Non, mais c'est important pour les gens qui nous écoutent et qui se lancent dans le beatmaking ou quoi. T'as quand même bossé 4 ans. 4 ans d'arrache-pied, hein. Voilà, en 10 ans, c'est pas encore ça. En fait, je kiffais ce que je faisais, mais je me rendais pas compte qu'il fallait avoir cette sensation de « ah là, j'y suis ». Donc, c'est que au moment où je l'ai ressenti que je me suis dit « ah mais en fait, je crois que j'ai ce qu'il faut ». Mais pour te donner une chronologie un peu plus précise, je dirais donc j'ai commencé en 2010, vers fin 2011-2012. C'est vraiment ça, je pense. On va dire tout début 2012, c'est là que je me suis dit « c'est ça qu'il faut que je fasse de ma vie ». Tu vois, parce que ça fait déjà 2 ans à peu près que je bosse. Je trouve que c'est pas mal ce que je fais. Je suis pas encore au niveau de ce que j'aime écouter, c'est-à-dire les Rick Ross, les Jay-Z, ces trucs-là. Et ce dont les personnes pour qui je rêve de travailler. Mais j'ai ressenti ce truc de, tu sais, je me suis trouvé en fait, tu vois. En tant que, je sais pas, que jeune homme, genre, ok, c'est ça le chemin que je veux prendre. Et il y a une évidence dans ça. Je veux vraiment faire ça. En toute sincérité, tu vois, c'est comme ce que je te disais tout à l'heure, c'est pas un caprice. C'est pas genre, vu que j'ai pas envie de travailler, je vais faire ça. C'est vraiment, gros, c'est ma passion, j'ai envie de faire ça. Et du coup, de là, je travaille déjà beaucoup et je pense que j'ai encore plus travaillé. Et à force de découvrir des choses, de travailler dur, etc., je dirais qu'arrivé en 2014, sincèrement, je me suis dit, ok, là, j'ai l'impression que les artistes que j'aime, tu vois, j'écoute un album de Ross, j'ai l'impression que je peux être dessus. C'est trop long, j'aime trop, mais mes meilleures instrus, elles peuvent, je pense qu'elles peuvent être dans la discussion, là, tu vois. Et je me dis vraiment, et j'ai toujours essayé jusqu'à présent d'être critique avec ma musique. Ross, tu dis Rick Ross. Rick Ross, Et j'ai toujours essayé d'être critique avec ma musique, c'est-à-dire que j'aime pas trop me jeter des fleurs, etc. C'est même plutôt l'inverse, j'essaie d'être un peu dur et vraiment, tu vois, prendre de la distance. Mais il y a un moment où tu te dis... Et je me le suis dit vraiment, tu vois, c'est pas, tu vois, en toute humilité, je me suis dit, ok. Si Rick Ross, il rappe sur ça, là. C'est chaud. Tout est normal. Exactement. On se dit pas, d'où vient cette musique. Ça jure pas avec l'album, tu vois, je me dis même en tant que fan, parce que moi, Rick Ross est mon rappeur préféré. Et je me dis, franchement, j'aimerais trop l'entendre là-dessus, tu vois. Là, c'est chaud. Donc ça, c'est vers 2014. 2014, Tu me dis, vers 2012, tu te dis, c'est ça que je veux faire. Ça va être mon métier et tout. De quoi tu vis entre 2010 et 2014, le moment où tu te dis, je suis prêt? Comment tu gagnes ta vie? Alors, du coup, là, ça va de mes 20 à mes 24 ans. Je la gagne pas vraiment. J'ai travaillé un petit peu chez, comment ça s'appelle? JD Sport. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Magasin de sport. Donc voilà, j'étais stockman. Il m'appelait, il me faut la Fremont en 38 et moi, je la remets, tu vois. Donc j'ai fait ça. Donc j'ai gagné un peu de sous comme ça. Et voilà. T'es chez tes parents, et je suis chez mes parents. Tu es un étudiant, tu viens de finir tes études. J'ai pas besoin de trop d'argent, ça va. Tu vois, eux, en plus, ils me supportent beaucoup dans le truc, tu vois. J'essaie de pas demander de sous parce que tu vois, tu commences à avoir 22, 23, tu vois. Et le matériel, exactement, faut pas abuser, tu vois. Voilà. Puis même, t'as un toit, tes parents, ils te poussent, etc. Donc voilà. Donc, à ce moment-là, j'ai pas nécessairement besoin de beaucoup d'argent, tu vois. Donc ça va, tu peux te concentrer sur ta musique. Exactement. Sans avoir trop de problèmes. Voilà, avec le petit job, machin, avec 300-400 euros. Ça me fait mes sorties, etc. Et voilà. Ok, très bien. Donc, ce moment où tu te dis, ma musique, elle est prête à sortir de ma chambre, qu'est-ce que tu vas faire dans ce sens-là, en fait? Est-ce que tu vas commencer à démarcher des Français? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, si on revient un peu avant 2014, j'ai déjà démarché des Français. J'ai bossé avec, mon premier placement, c'est avec Gandhi, donc c'est un Belge pour le coup. Je te rappelle, je vois très bien. qui s'appelait GAN après, qui maintenant est revenu à Gandhi récemment. Tout récemment, là, j'ai vu, il a fait une annonce. Et donc j'ai fait ce morceau-là qui s'appelle J'ai bu en 2011, je crois. Ouais, c'était 2011. Et j'ai fait un morceau ou deux, je sais plus, sur l'album Jamais 203. C'est un album commun de Gizmo, Despo et Moclès. Voilà, donc par 2-3 contacts, ça s'est fait. Pas trop, je sais même plus comment, mais ça s'est fait, tu vois. Mais c'est vrai que, avec tout le respect que j'ai pour les artistes français, etc., c'était pas vers ça que je voulais tendre. Et j'avais vraiment envie de bosser, comme je t'ai dit, avec les Ross, etc. C'est vraiment ça qui m'attirait musicalement, tu vois. Mais là, t'es en train de dire ça simplement, mais c'est fou en vrai. C'est-à-dire que toi, ton rappeur préféré, c'est Rick Ross, t'es beatmaker,
tu te dis, il faut que je fasse du son pour mon rappeur préféré, qui est un Américain. Là, tu me dis que tu as réussi à placer sur l'album de Gandhi, tu as réussi à placer sur l'album de Despo, Moclès et Gizmo. Gizmo, ouais. C'est bien déjà. Ouais, c'est cool. Mais tu veux toujours ce rêve. Ce que je veux dire, c'est que moi, je connais beaucoup de gens qui ont joué au football, qui étaient très doués. Des mecs de banlieue, des mecs de cité, très doués, ils jouaient dans leur club, mais ils rêvaient pas de la Coupe du Monde. Ils rêvaient déjà d'être en équipe première de Sarcelles. de Sarcelles, si t'es à Sarcelles. Ouais. D'être repéré par un centre de formation, tout ça. Mais là, toi, ce que t'es en train de faire, c'est de rêver de la Coupe du Monde. Ouais, c'est vrai que... Mais c'est beau. Ouais, non, c'est beau, mais je le prends très bien. Mais c'est complètement fou, en fait, de penser comme ça. Et je saurais pas te dire pourquoi j'ai voulu viser... Enfin, si, je pense que je sais pourquoi j'ai voulu viser aussi haut, c'est juste que c'est ça que j'avais envie de faire, tout simplement, tu vois. Okay. C'était pas... C'est ce truc-là qui allait me satisfaire, tu vois, et me faire sentir accompli, tu vois. Me dire, OK, en fait, j'ai du mal, comme je te disais tout à l'heure, à me mentir. Tu vois, c'est ça que je veux faire, c'est ce truc-là. Ça, c'est cool, mais c'est pas ça, tu vois. Moi, ce que je veux, c'est ça. Donc, j'arrive pas à me détourner, à me dire, bon, bah, ça, j'y arriverai jamais, vas-y, je vais faire ça, tu vois. Et c'est juste, tout simplement, cette réflexion-là de me dire, moi, j'ai envie de faire ça, et sans trop y réfléchir, parce que maintenant, avec le recul, c'est vrai que je me dis, mais... j'étais peut-être fou, tu vois. Tu vois, c'est pas normal. Même mes parents, ils devaient se dire, ou même mes potes, tu vois, ils devaient se dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Comment il va atteindre Rick Ross? Comment il va truc? Mais tu sais, à partir de ce moment-là, donc je te parlais, là où je me suis dit, ma musique est prête, j'y croyais tellement. Et j'avais ce truc, et je l'ai déjà dit, mais c'est un peu facile de le dire maintenant, mais je te jure que je me disais, je vais y arriver. Je sais que je vais y arriver. Je sais pas comment, mais je vais y arriver. Et si j'y arrive pas, c'est pas que j'ai pas eu de chance et tout, c'est moi. Mais moi, je sens que je vais y arriver. Je suis convaincu, tu vois. Ouais, je comprends ce que t'es en train de me dire. Mais moi, il aurait manqué quelques pièces au puzzle. Moi, comment j'aurais réfléchi, je te dis, moi. Ça veut dire, même si dans ma tête, je me dis, je peux produire pour Rick Ross, je me dis que j'ai fait un truc pour le projet A3, là, Gizmo, Despo, Moclès, j'ai fait Gandhi. Normalement, il y a plein de gens dans le rap français qui vont m'appeler parce que je suis fort et que ils ont entendu ces deux morceaux-là. Et si on m'appelle pas, dans ma tête, je vais me dire, mais je suis pas prêt pour Rick Ross et les États-Unis. Toi, comment t'as réfléchi à ce moment? Déjà, est-ce que après ces deux morceaux de rap français, est-ce que le rap français t'a appelé? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et vraiment. tu rêvais toujours de Rick Ross. Là où moi, j'aurais pas rêvé de Rick Ross. Je me serais dit, mais les Français m'appellent même pas. Comment les Américains vont m'appeler? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? C'était quoi ton état d'esprit à ce moment-là? En fait, déjà, je m'attendais même pas à ce qu'on m'appelle par rapport à ce que j'ai fait. Donc, j'avais pas ces attentes-là. Et je me suis pas dit que... Et puis, il y a déjà un écart de temps, parce que ces morceaux-là, ils sortent en 2011-2012. Et je progresse quand même entre 2012 et 2014. Normal. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte d'un truc aussi, c'est que, et c'est vrai jusqu'à présent, il y a un certain type de musique, tu peux être excellent dans ce type de musique, tu feras pas carrière en France. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Je le vois. Donc je le voyais c'est pas plus... la demande. C'est ça, c'est pas la demande, c'est pas ce que les mecs recherchent, c'est pas le son, etc. Et donc moi, je me suis pas dit que c'est pas parce que j'étais pas, enfin, c'est parce que je ne suis pas bon qu'ils m'appellent pas. Je me suis dit, je fais juste une musique qui est destinée à d'autres artistes. Et du coup, logique. Tu vois, je me suis, et comme je me disais en parallèle, pour moi, ça c'est assez bon pour Ross. À partir du moment où je me suis dit ça, tu vois, c'est vrai que ça fait loin encore, Rick Ross. Et tu vois, tu dis, mais comment je vais l'atteindre, ce mec-là? Mais je me suis dit, OK, maintenant que j'ai le produit, il faut que je trouve la personne à qui l'envoyer. Il faut que je trouve mon plug, tu vois. Bien sûr. C'est ça maintenant mon truc. Et tu sais, ça se joue à rien des fois. Hein. Ça peut jouer. Il y a une personne, hein. Ça joue à une personne et ça change tout, tu vois. Et j'avais cette mentalité-là de me dire ça. Et du coup, c'est pour ça que j'y croyais. Je me suis dit, je vais y arriver d'une manière ou d'une autre. Mais je vais trouver quelqu'un. Et à ce moment-là, j'envoyais déjà pas mal de mails à des mecs. Tu vois, j'allais sur Twitter et je tapais Send Beats et je voyais les tweets où les mecs disaient Send me beats, etc. Et du coup, je commençais déjà à travailler avec quelques artistes Quinry. J'étais en contact aussi avec un producteur dont je suis fan qui s'appelle Lee Major. À l'époque, c'était The Incredibles. Ils étaient deux. Je sais pas si tu te souviens d'eux. Incredibles, je me Qui rappelle. bossaient beaucoup avec Ross, etc. Ross et d'autres d'ailleurs. Et en fait, j'avais envoyé un mail à ce mec-là. Donc là, on doit être à peu près en 2013, pour son artiste, tu vois, il avait mis dans le truc Send Beats. J'étais tombé sur Lee Major, The Incredibles, dont moi je suis fan. Ils avaient fait Freemason, je sais pas si tu te rappelles de ce morceau, enfin voilà. Donc moi je suis un méga fan de ce mec-là. Et je vois qu'il dit envoyer des beats, tout ça, et je lui en envoie. Et du coup, il me répond, tu vois, c'est la première fois qu'un Américain de l'industrie, quelqu'un dont je suis fan, etc., où je me dis, waouh, putain, lui, c'est vraiment incroyable ce qu'il fait, me répond. Et il me répond, tu vois, favorablement. Il me dit, c'est lourd ce que tu fais, j'ai mon artiste, etc., je vais te mettre en contact avec lui. Donc, j'ai déjà cette petite base-là de me dire, OK,
Lui, si je le choque avec son artiste, ça peut m'ouvrir des portes à quelque chose, tu vois. Bien sûr. Et du coup, ça me donnait déjà confiance. Tu vois, le fait d'avoir été aussi validé par ce mec-là, entre guillemets, ça m'a donné confiance, etc. Et dans le fait d'y croire. Et voilà, ça m'a confirmé que, tu sais, maintenant, je suis peut-être plus qu'à une instru, tu vois. Je lui envoie une instru où il se dit, ça, c'est pour Ross. Ouais. Ça peut se faire, tu vois. C'est parti. Ouais. Et du coup, ça m'a aidé à y croire et ça m'a donné mon premier petit contact, tu vois, de me dire, OK, c'est possible. Ouais. Là, j'ai ma petite entrée. C'est pas fort encore parce que on se parle une fois tous les 36, mais j'ai ma petite entrée, tu vois. C'était qui l'artiste des Incredibles? Alors, l'artiste qui est malheureusement, paix à son âme, est décédé. C'est un rappeur à la base, il s'appelait Lagic, ensuite il s'appelait Oliver Luck et on a fait toute une mixtape ensemble. Ah ouais. Tout un truc qui est sorti d'ailleurs, tu vois, qui existe. Et en fait, je travaillais énormément avec lui pendant un an et demi sur ce projet, etc. Et avant que ça sorte, il s'est fait tirer dessus et il est mort, tu vois. Dur. Ouais. Très dur. Donc voilà, bon voilà, ça c'est pour la petite histoire, mais voilà, c'était ce mec-là et c'était mon premier contact avec des Américains. C'était aussi cool d'entendre un Américain rapper sur mes prods. Ouais. Tu vois, et de me dire ah putain, mais en fait quand il y a un mec dessus, c'est encore mieux, tu vois, que la prod toute seule. Donc voilà, toutes ces petites choses entre guillemets là m'ont aidé à y croire aussi. Ouais, ça t'a motivé. Ouais, ça m'a motivé, ça m'a gardé dans le truc, je pense aussi. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes démarches? Alors du coup, sur ce projet-là dont je te parle, ça c'est à cheval un petit peu entre 2013, 2014, début 2014. Et du coup, en 2014, par hasard, je tombe... Enfin, c'est le mec dont je te parlais tout à l'heure, Nabi, avec qui je faisais des instros aussi, il m'envoie un site qui s'appelle Blaze Track. Ouais. Du coup, qui existe encore, qui est un site où tu peux contacter moyennant une certaine somme d'argent, qui est pas énorme, hein, qui va de, je sais pas, 50 à 80 $. Ouais. Tu peux contacter des gens de l'industrie aux États-Unis. Donc, t'as un panel assez large de producteurs, A&R, managers, parfois quelques artistes. Voilà, et donc tu peux leur envoyer de la musique via cette plateforme-là. Et du coup, moi, quand je vois ça, je vois beaucoup de noms qui me plaisent dessus, où je me dis, putain, mais lui, il y avait Cardiac, par exemple. Ok. Tu vois, il y avait Bink, il y avait Boy Wanda, Jalil Beats, tu vois, et je me dis, mais gros, c'est trop ça. Je suis obligé de t'arrêter parce que, donc moi je suis pas beatmaker, j'ai besoin de comprendre. Là, tu me dis, il y a une plateforme et tu vois plein de noms de beatmakers que tu kiffes. Toi-même, t'es beatmaker. Tu te dis pas que c'est étrange d'envoyer des beats à des beatmakers? Non, parce que je me dis, en fait, mon objectif premier, c'est de leur proposer un truc qui est tellement bien qu'ils peuvent pas refuser. C'est trop chaud, tu vois. T'as pas peur qu'ils prennent ta musique et la détournent et t'as pas peur de ça? En fait, j'ai pas peur, je me le dis, mais je me dis, frère, t'es au nez sous bois, les mecs, ils sont là-bas, ils bossent avec Mick Mill, avec tous les mecs avec qui tu veux bosser, c'est à toi de prendre ce risque. Voilà. Tu vois, c'est... Allons-y, j'ai rien protégé, hein. Il y a même pas de dépôt, il y a pas... Tu sais, le truc où tu t'envoies par la poste, etc., recommandé, j'ai rien fait de tout ça. Juste, j'ai envoyé, et advienne que pourra, et je me suis dit aussi, au pire, si jamais il y a un truc qui se fait et qui me crédite pas, etc., mais j'aurai la confirmation que ma musique est assez bonne pour faire un morceau, tu vois. Du coup, je me prends pas plus la tête là-dessus, tu vois. Ok. Très bien. Donc là, sur cette plateforme, t'envoies de la musique. Exactement. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui se passe derrière? Il y a des réponses? Ça va vite? Ça va pas vite? Franchement, ça va plutôt vite à ce moment-là. La première personne à qui j'envoie, parce que c'est un peu un des premiers que je vois dessus, parce que je t'ai cité pas mal de gens, mais je les vois au fur et à mesure arriver. Parce que le site est encore jeune, je crois, quand j'y vais, c'est Cardiac. Donc il y a Cardiac et son manager. Ok. Donc j'envoie à Cardiac, donc là on est en 2014. Son manager me répond, c'est une réponse en vidéo, tu vois, qu'ils font sur le site. Son manager, attends, même je vais être un peu plus précis, tu peux envoyer qu'un MP3. Ok. Du coup, moi ce que je fais, c'est que je fais un montage de plein d'instrus en MP3, tu vois. Toi, t'es malade. Donc j'envoie un MP3 de 28 minutes, tu vois, avec des transitions pour que t'entendes 8-9 instrus, tu vois. Voilà. Du coup, le mec me répond le lendemain et il me dit, gros, j'ai aucune critique à faire, c'est trop lourd. C'est trop chaud, je veux qu'on bosse ensemble. Et il précise, tu vois, il me dit, je te dis pas ça, je dis pas ça à tout le monde. Hein. Genre là, ce que tu m'as envoyé, c'est super lourd. Je vais te donner mon numéro, je vais te donner mon email et on va commencer à bosser. Du coup, là, on commence à échanger par email avec son manager. Et je crois que j'ai jamais raconté ce truc-là. Parce qu'à la base, je voulais pas le raconter parce que ça se termine pas à l'époque comme je l'aurais voulu, mais ça se termine pas mal non plus. Et je voulais pas que ça soit pris négativement, mais c'est vraiment pas négatif. Ça fait partie de ton histoire, voilà. Raconte-nous. Non, mais je vais raconter, mais c'est vraiment pas négatif en tout cas. Et du coup, on commence à échanger par email et là, il m'envoie un mail et il me dit, envoie-moi un pack de vin. Comme si tu voulais, comme si t'envoyais ça à Jay-Z.
Donc je lui envoie mes 20 meilleurs instrus, tu vois, vraiment mes 20 meilleurs trucs, selon moi en tout cas. Et il me répond, il me dit c'est super lourd, je veux te manager, tu vois. Donc ça, c'est le manager de Cardiac qui me dit ça. Et moi, dans ma tête, ça y est, je me dis wow. Je suis le manager de Cardiac. Moi, je suis fan de Cardiac. Il a fait plein de morceaux que j'aime. À ce moment-là, il a déjà fait Amsterdam, tous ces trucs-là, tu vois. Quel bijou Amsterdam. Incroyable. Et je me dis, putain, mais ouais, ça y est, le truc dont je parlais, le plug qu'il me faut, c'est ce mec-là. Et en plus, il travaille avec Cardiac et il est cordé avec ma musique. Donc, je suis pas fou, tu vois. Genre, là, t'es très, très proche de Rick Ross. Tu vois, là, Rick Ross, il est là. En un an, on voit Blaze Track, j'ai fait un pas de géant, en fait, là. Tu vois, j'ai traversé ça m'a fait, comment dire, esquiver des chemins, des trucs, j'ai pris un raccourci de fou. Et du coup, voilà, donc il me dit, je veux te manager, tout ça. Et donc, on commence à échanger un petit peu par texto, machin. Et moi, à ce moment-là, j'ai 24 ans, tu vois. Et avec le recul, maintenant, je me rends compte que je suis jeune et je me rends pas compte. Mais je suis tellement excité que j'ai l'impression que ça va pas assez vite, tu vois. Et tant mieux que ça soit pas allé assez vite parce que, donc, pour te raconter, il me dit, je vais te manager, tout ça. Je vois avec mon avocat, je vais t'envoyer des contrats, machin. Mais les contrats, ils arrivent pas. Mais entre-temps, il me dit, ouais, envoie-moi une palette pour Pusha T. Envoie-moi une palette pour tel mec, etc. Donc, moi, je suis en I quand il me dit ça, donc je lui envoie. Sauf que, tu sais, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, j'ai pas de contrat. Et, tu sais, je suis là, j'ai tellement envie que je suis stressé. Mais pourquoi j'ai pas de contrat? Pourquoi j'ai pas de contrat? Et en fait, je me rends compte qu'à ce moment-là, j'aurais pu signer n'importe quoi. Tu vois, tellement j'ai envie. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, tu vois, je pense que je suis un peu chiant, tout simplement, par texto, tu vois, je suis un peu saoulant. Et du coup, il me dit, écoute, si ça va pas assez vite pour toi, tranquille, hein, tu vois, pas méchamment, il a pas été, tu vois, je veux pas du tout cracher dessus, vraiment, il me dit juste, ça va pas assez vite pour toi, tranquille, tu vois. Et du coup, ça s'est pas fait, je pense, en grande partie à cause de moi et de mon... T'étais trop excité. Voilà, c'est ça, tu vois. Tu lui as envoyé des messages tous les combien de temps? Non, j'étais pas trop, franchement, on va dire 1 fois par semaine, tu vois. J'étais pas relou non plus, c'est pas tous les jours, etc., à le harceler. Mais 1 fois par semaine, et tu sais, il me répondait 2-3 jours après, j'étais là, je guettais mon téléphone, tu vois. Et c'est la jeunesse, c'est normal. C'est ça, moi, je comprends ça. Et t'es français, t'es à 2 doigts d'être managé par un Américain qui a tout le monde. Le mec, il te demande, il te dit, ouais, il a Pusha T. Il a tout le monde devant lui. Donc, je peux comprendre que tu sois excité aussi. J'étais comme un ouf, tu vois. Et je pense que j'ai pas trop abusé parce que, comme je te dis, c'était à peu près 1 fois par semaine. Je me rendais compte qu'il fallait pas être chiant non plus. Mais après, tu sais, il y a aussi la réalité des choses. Ce mec-là, il a peut-être envie de bosser avec moi, mais il bosse déjà avec Cardiac. Tu sais, je suis numéro 15 dans sa liste de trucs qu'il a à faire. Et du coup, je me suis dit, bon, écoute, je vais attendre. S'il se passe un truc, mais là, je vais me reconcentrer. Il faut que j'accepte, ça sera peut-être pas lui, tu vois. Donc c'est un peu un ascenseur, machin. C'est fort. Ça sera peut-être pas lui, tu vois. Si ça se fait, ça se fait. Si ça se fait pas, ça se fait pas. Et du coup, ça s'est pas fait, mais je pense que tant mieux parce que, enfin, quand je vois la suite et comment ça s'est passé pour moi, je me dis tant mieux, tu vois. Ça fait partie de ton histoire. Tu devais passer par là. Exactement. Pour connaître la suite. Exactement. Et du coup, après, j'envoie à plein de mecs, tu vois, j'envoie à Bink qui kiffe ce que je fais. Donc toujours via cette plateforme. Via cette plateforme, tu vois. Il n'y a pas encore Street Runner dessus, donc je y viendrai, il n'est pas encore dessus. Mais j'envoie Jalil Beats qui me dit c'est trop lourd, mais il se passe rien. J'envoie à Bink qui me dit c'est trop lourd, je lui envoie, mais il se passe pas grand chose non plus. D'autres mecs, hein, j'en oublie, Black Metaphor, tu vois, qui à l'époque aussi est en vogue de ouf. Il se passe, lui il me fait une vidéo carrément, je me suis dit ouais c'est lui, tu vois. Il m'a dit gros c'est la meilleure que j'ai reçue de loin et tout, etc. Je me dis putain, lui je l'ai choqué. Et pour les mêmes raisons, je pense que le manager de Cardiac à la base, c'est les mecs, ils ont aussi une autre vie, peut-être que tu vois, t'as autre chose à foutre. Et voilà, donc j'envoie 6, 7, 8 mecs comme ça et j'ai que d'excellents retours. Mais j'arrive pas à passer ce pas de on bosse vraiment ensemble, tu vois. Jusqu'au moment où je vois Street Runner, du coup. Qui arrive sur cette plateforme. Donc je le vois, je me dis, ok, lui je lui envoie, c'est sûr, parce que je suis fan de ce qu'il fait, tu vois, déjà. Et du coup, je lui envoie. Pareil, je lui fais un MP3 de 28 minutes. J'en refais un parce qu'entre-temps, il s'est passé 6-7 mois, donc j'ai fait des trucs mieux à mon sens, tu vois. Je lui envoie et il me répond le lendemain. Il me dit, c'est charmé de ouf, j'adore ce que tu fais. On travaille ensemble, je te donne mon mail et on voit comment on peut faire, tu vois. Et du coup, là, on commence à échanger par mail. Je me rappelle très bien, je lui envoie des nouveaux trucs. Il me dit lourd de fou et il me dit mot pour mot. Attends, je vais te le traduire, comment il me dit ça. Comment je pourrais le traduire? Il me dit, toutes les personnes qui bossent avec moi finissent sur des gros albums. Tu vois, et je me dis, ah ouais, putain. Tu vois ça et c'est ce que tu veux entendre. C'est ce que je veux entendre. Là, tu me fais plaisir quand tu me dis ça, tu vois. Et je crois qu'il faudrait voir la chronologie, mais je crois qu'à ce moment-là, moi, au moment où je lui envoie ça, on est en avril 2014. Donc je sais pas si Mastermind est déjà sorti. De Ross. Moi, dans les dates, je suis nul. C'est l'année où il sort 2 albums, Ross. Il sort Mastermind et Billionnaire. Et je crois que Mastermind est déjà sorti parce qu'il sort en début d'année de mémoire et il a fait un titre dessus, Street Runner, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Blessing in Disguise avec Scarface.
Et du coup, tu vois, il a fait aussi un morceau que j'aimais beaucoup sur l'album de Khaled de cette année-là, ou de l'année d'avant, je sais plus, qui s'appelle, comment il s'appelait ce morceau? Il y avait Mick, il y avait John Legend, il y avait Akon, il y avait Anthony Hamilton. Ouais, c'est les gros bangers. Never Surrender, il s'appelle. Okay. Mais super soulful, tu vois. Ok. Donc voilà, donc je suis en mode, ok, putain, là, moi j'ai envie de bosser avec ces gens-là, il fait le son que j'aime, ça va se faire. Et du coup, là, on est à peu près en avril 2014, on commence à bosser ensemble. Donc là, il y a un pas de plus qui est fait parce que il me demande des sessions de morceaux, tu vois, pour que lui puisse bosser dessus, et il me les renvoie. Ok. Donc tu vois, moi comme des échanges comme ça. C'est ça. Il me renvoie la première instru, je me dis ok, là j'ai une instru avec Street Runner qui envoie des instrus à Rick Ross, qui envoie des instrus à DJ Khaled, qui envoie des instrus à un tel. Je me dis ok, là j'ai jamais été aussi près, tu vois. Là j'ai vraiment fait un vrai pas. Là il y a et puis il y a la phrase où il dit. Et il y a ça aussi, tu vois. Les mecs qui travaillent avec moi terminent sur des gros albums. Exactement. Et en plus il me répond. Quand je lui envoie un message, il me répond. Et carrément, il rebosse tes instrus. Ouais, il bosse sur mes instrus, tu vois. Je lui envoie, à ce moment-là, tu sais, j'ai grave des trucs d'avance, donc je lui envoie des packs de 6-8. Il me dit, je veux cette session et cette session. Et pour revenir sur ce que tu me disais sur le fait de est-ce que j'ai peur qu'on me les vole et tout, tu vois, moi, quand il me demande les sessions, là, je lui envoie, il peut faire ce qu'il veut. Bien sûr. Il n'y a rien de protégé. Mais t'as confiance, t'y crois. Mais je me dis, déjà, comment il me parle et tout, je le sens bien, le mec. Et je me dis, comme je te disais, c'est à moi de prendre le risque, tu vois. Bah ouais. Actuellement, faut qu'il se passe quelque chose. C'est ça. J'ai plus besoin de lui qu'il a besoin de moi, là, tout de suite. Exactement. Du coup, je prends ce risque, tout ça. Et à ce moment-là, on fait à peu près une instru par mois, tu vois. Ce qui est cool. Mais quand je fais le calcul, je me dis, bon, ça fait 12 par an. J'ai 12 chances d'être sur un album. Ouais. C'est pas beaucoup. C'est pas assez. Et du coup, tu vois, moi, je suis encore à l'école à ce moment-là. Mes derniers examens sont en octobre, mi-octobre de l'année, quoi, en fait. Parce que je te parlais d'avril, du coup, de l'octobre suivant. Et du coup, je me dis, je pense qu'il faut que j'aille le voir à Miami, tu vois. Il faut qu'on se capte. Et moi, dans ma tête, mon truc, c'est de me dire, il faut que quand j'arrive, je le choque tellement et qu'ils se disent, mais comment j'ai fait pour bosser sans ce mec-là? Comment j'ai fait? Je peux plus me passer de lui. C'est plus possible. Ce mec-là, c'est trop. Tu vois, je sais pas si j'y suis arrivé, mais en tout cas, c'est mon objectif, tu vois. Et du coup, voilà, je me dis, ok, j'y vais. Donc, je commence à me préparer, tout ça. J'ai un coup de chance de ouf parce que j'ai un très bon ami à moi. Sa cousine a une maison en Floride. Magnifique. À 15 minutes en voiture de chez Street Runner. Mais non. Je te jure, mais vraiment. Ça, c'est beau. Dans la ville de Tamarack, pour te dire. Personne connaît cette ville, tu vois. Qui va à Tamarack quand on est en France? Tu connais ou pas? Non. Non, voilà, c'est en Floride, mais tu vois, t'es à, je sais pas, 30-40 minutes de Miami, tu vois, mais t'es pas à Miami, t'es dans la banlieue de Miami, un peu dans le nord. Mais personne ne connaît quelqu'un là-bas. Non. Et toi, t'as quelqu'un là-bas. Moi, j'ai quelqu'un qui accepte de me louer la maison, qui me la loue. Je suis resté 2 mois. J'ai fait 2 semaines chez un pote à moi qui habitait là-bas, qui s'appelle JB. Qui habitait à Tamarack aussi? Non, qui habitait à Miami. À Miami, tu m'as fait peur. Il y a un jumelage avec Colnet. C'est incroyable. Non, j'ai un gars à moi qui est là-bas. Donc je fais 2 semaines chez lui. Je fais 1 mois et demi dans la maison et il me loue la maison. Gros bisous à eux d'ailleurs. Pour les charges, en fait, tu vois, je la loue 600 € pour 1 mois et demi. Oh non. Ce qui n'est rien, tu vois. C'est magnifique. C'est rien, tu vois. Et du coup, voilà, 1 mois et demi là-bas. Et voilà, je me dis, écoute, je vais passer 2 mois là-bas. Et en fait, moi, mon objectif, c'est qu'on passe un maximum de temps en studio ensemble, qu'on travaille un maximum et que je lui montre effectivement sur place, sous ses yeux, que on peut faire plus qu'une instru par mois, tu vois. Donc voilà, je finis mes... Je te coupe, c'est ta première fois aux États-Unis? Non, j'étais déjà allé à Miami en 2009. Comme ça, vacances. Fruit du hasard. Avec le mec dont je te parlais, qui a la cousine. Ok. Tu vois, donc on est partis ensemble, tout ça, donc 2009, juste pour kiffer, machin. Et je faisais même pas de son encore en 2009, parce que j'ai commencé en 2010. Mais j'étais déjà fan de Ross. J'écoutais donc t'étais dans Deeper Than Rap. T'étais dans son coin. J'étais dans son coin, j'ai kiffé bête de vacances, mais j'étais pas encore dans le truc. Donc là, on revient. Du coup, j'y vais, mais je me rappelle très bien, mes derniers examens, c'était le 13 octobre. Moi, je pars le 14 octobre. Billet d'avion. Ouais, direct. Et c'est pareil, j'avais ce truc, cette sensation de, je dois faire ça, là. Là, je sens que c'est ça. C'est pas genre, tu sais, je me suis pas inventé une vie de là, je suis dans un film, je vais aller aux States, on va faire. Je me suis dit, non, là, c'est ça ce move. Et pareil, tu vois, mes parents, ils me poussaient à mort à le faire aussi, tu vois, à me dire, faut que tu y ailles, tu vois. Du coup, bête d'énergie pour y aller et tout tombe parfaitement. Donc, le 14, je pars. Mais j'ai ce truc de me dire, est-ce qu'il va me donner l'heure vraiment, tu vois. Moi, en plus, quand j'y vais... Parce qu'il y a beaucoup d'Américains. Ça, c'est important. Tu leur parles sur Internet, viens, quand tu viens, on se voit. Et quand t'arrives, ils ont pas le temps. Exactement, gros. Donc, c'est un risque. C'est un risque, j'ai ce doute-là, mais je me dis, faut que je le fasse, tu vois. Et du coup, moi, déjà, je lui mens à Street Runner, tu vois. C'est-à-dire? Je lui dis, je serai à Miami.
Ouais. Tu vois, genre j'ai des trucs à faire. Ouais. Alors que moi je viens pour lui. Ouais, tu vois, je viens que pour lui. Non, mais t'as eu raison. Mais je me suis dit, c'est un peu angoissant. Tu vois, le mec, tu sais, ça donne trop de responsabilité à la personne et ça fait harceleur un peu. Exactement, et ça peut te refroidir, tu vois. Donc je lui dis, écoute, moi je serai à Miami si tu veux qu'on se capte et tout machin. Du coup, donc je pars le 14 et en fait je lui envoie un message le 14 dès que j'arrive. Je lui dis, ouais, voilà gros, je suis à Miami, je suis là. Et il me dit, bah vas-y, on se capte demain. Donc je me dis ok, ça va vite, parfait, super. Franchement parfait, ça commence très bien. Et du coup, moi je suis à peu près parce que lui il habitait dans le nord à l'époque, il habitait à Coconut Creek, la ville s'appelait. C'est incroyable. Donc il habitait Coconut. Mon pote il était. Est-ce qu'il y a vraiment des noix de coco là-bas? Ouais, quelques-unes, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. J'en ai vu 2-3, mais pas plus. Okay. Et du coup, moi j'étais à Miami même chez mon pote pendant ces 2 semaines-là, j'étais pas encore à Tamarack. Donc je me tape à peu près 2h30, 3h de bus, tu vois, pour y aller. Parce que j'avais pas le permis à l'époque. Et du coup, voilà, j'arrive chez lui, tout ça. Et je me rappelle quand j'arrive devant sa porte, je me dis, qu'est-ce que je fous là, frère? Je suis au milieu de la Floride. T'as des doutes à ce moment-là ou pas? Non, j'ai pas des doutes, mais j'ai une petite réalisation, parce que tu sais, j'étais un peu tête dans le guidon. Ouais. Mais quand j'arrive devant la porte, j'ai ce truc de me dire, j'étais un peu en avance aussi, donc j'ai un peu le temps de réfléchir, parce que je voulais pas, ça veut dire j'ai attendu 20 minutes devant chez lui avant de taper pour taper à l'heure, tu vois. Parce que j'avais rendez-vous à 14h et je suis arrivé à 13h35 exactement. Je m'en rappelle, gros, je te donne tous les détails. Du coup, je voulais pas l'angoisser, donc je me dis, t'attends 25 minutes. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, gros? Et ça se trouve, on va se parler 5 minutes, je vais rentrer chez moi, mais voilà, j'ai fait 3 heures de bus, j'ai fait 10 heures d'avion. T'as loué une maison 2 mois, qu'est-ce que le truc? Et bon, voilà, je finis par taper, il m'ouvre tout ça, et je me rappelle au moment où il m'ouvre, il est au téléphone, lui, et il est en train de régler des trucs pour ses royalties, parce que, pour Eminem, l'album Marshall Mathers LP2, qui était sorti il y a peut-être 1 an ou 2 à ce moment-là, je sais plus. Et déjà, tu vois, ça me met dans une ambiance. Il est déjà. Dans un truc. Je me dis, ah ouais, mais tu vois qu'il est. Eminem. Il fait pas l'ancien, tu vois, juste c'est sa vie. Tu vois, c'est sa vie. Tac, il me fait rentrer, il me dit, ouais, 2 secondes, machin, je monte les escaliers, je vois un mur où il y a déjà pas mal de plaques à l'époque, tu vois, j'en vois, je sais pas, 6, 7, 8. Et je vois Lil Wayne, je vois Fabulous, Joel Santana. Tu vois, je me dis, ah putain. C'est quelque chose quand même, là je suis dans le truc, tu vois. C'est clair. Et voilà, après il finit son coup de fil, ouais ça va gros, on échange grave facilement, tout se passe super bien. Ah, vas-y, des banalités, t'as fait bon voyage, bon boum, mais bonne ambiance, tu vois, il y a pas de froid, de malaise ou quoi. Et je lui fais écouter de la musique, tu vois, des trucs, j'avais préparé des trucs que je lui avais pas encore envoyés. Comme ça je me suis dit, quand j'arrive, lui je le choque. Voilà. Tu vois, là je suis en mission, tu vois. Vraiment, quand je suis parti, c'est vraiment le mot, j'étais en mission. Si lui, je vais te le choquer. Et du coup, je lui fais écouter des trucs, il kiffe, tout ça. Et voilà, sauf que, tu vois, lui, il était pas du tout dans la même démarche que moi. Maintenant, avec le recul, j'ai l'impression qu'il voulait juste me rencontrer pour voir quel genre d'humain j'étais, en fait. Tu vois. Et voilà, sa femme, elle arrive, boum, bon délire avec sa femme, on se tape des bars, mais on fait pas de musique, tu vois. Il me dit, bah vas-y, je te dépose, donc je me tape pas le bus, tu vois, il me reste 40 minutes, donc on passe déjà 3-4 heures chez lui, puis après le voyage, et je vois qu'on s'entend super bien, tu vois. Et en fait, à partir de là, donc ça c'était le premier jour où je suis arrivé, ou le lendemain de mon arrivée en tout cas, et à partir de là, en fait, on se voit toutes les semaines, tu vois, mais sans faire de musique nécessairement. On va au strip club, on va au ciné, tu vois, des trucs comme ça, et en fait, ça devient mon pote pour de vrai. Vous êtes allé au King of Diamond? On n'est pas allé au King of Diamond, t'as comment il s'appelait celui où on est allé? Fontainebleau. Non, ça c'est un hôtel, ça, le Fontainebleau, non? Non, c'était un truc plus ratchet que ça, hein. C'était plus ghetto que ça, c'était Diamond Dolls, je crois. J'aime bien ce nom. Ouais. Je crois que c'était Diamond Dolls à l'époque, je sais pas si ça existe encore. Mais voilà. Et on a fait plein de trucs. Et entre-temps, tu vois, on se voyait peut-être deux fois par semaine, tu vois, pour faire des activités. Toujours pas de musique. Si, mais entre-temps, en fait. C'est-à-dire que lui, moi, je fais de la musique déjà dans mon temps off, tu vois, où je le capte pas. Je passe mon temps à faire de la musique, tu vois. Donc je suis dans ma petite baraque, je fais du son, je vais jouer au basket à côté, je fais mes cours, je mène ma petite vie, tu vois, j'ai une petite vie normale, mais la majeure partie de ma journée, je la passe à faire du son pour lui envoyer des trucs et tout. Donc je lui envoie plein de trucs, et lui aussi en parallèle, il commence à m'envoyer plus d'idées, tu vois. Et lui, il m'envoie des trucs, et quand il me les envoie, je suis en mode, ok, là, faut que je le tabasse, tu vois. Faut que je le tabasse, et faut que je le choque. Et du coup, on travaille comme ça, et je pense que, tu vois, il y a ce truc-là, et entre-temps, on se voit, donc il se dit, ah, non seulement ça a l'air d'être un mec cool, tu vois, me concernant, je pense, on s'entend bien, quand je lui envoie des trucs, il est super réactif, il m'envoie des trucs qui me plaisent vraiment. De son côté, il bosse aussi, il m'envoie des vrais trucs. Et on crée une relation de travail comme ça, tu vois, en fait, au fil des semaines qui font 2 mois en tout, on crée une relation. Il y a un moment, je me rappelle, il m'envoie un message, c'était peut-être, j'étais pas encore dans la baraque, c'était peut-être 10 jours ou 2 semaines après mon arrivée. Il me dit, ouais, je suis en studio avec Game, là. Il m'a fait écouter un morceau qu'on a fait ensemble. Tu vois, donc là, c'est la première fois de ma vie où un artiste avec qui j'ai envie de travailler, Quinry, Game... Écoute. Ah non, a posé carrément.
Ah, il avait déjà rappé. Il a posé, il a rappé, et il y a R. Kelly aussi sur le morceau. Tu vois, donc c'est R. Kelly avant toutes les histoires aussi. Oui. Tu vois. Non, mais là, c'est fou, là. Ouais, donc là, et je me dis, ah ouais, putain. Et il m'envoie un audio. Tu vois, il enregistre le truc. En fait, le son tourne dans le studio, tu vois. Le son est fini, et il m'envoie un audio. Et donc, moi, j'entends la prod, je sais que c'est notre prod, et j'entends la voix de Game dessus. Tu vois, et je me rappelle, je sais pas, il est peut-être 11h du soir, et impossible de dormir après, tu vois. Genre, c'est la première fois de ma vie que j'entendais un rappeur dont je suis fan. Je te comprends. Je me dis, ah ouais, putain. Et j'entends le refrain de R. Kelly après. Mais c'est fou, c'était trop, là. Ah, c'était trop, gros. C'était trop. Je dis, mais attends. Ce morceau qui a fini par ne jamais sortir, au final, c'était prévu pour Documentary 2. On a fait un autre morceau après. Il a enregistré tellement de morceaux. C'est ça, et c'est toujours la même chose. Il fait toujours 200 morceaux. Et du coup, ça, c'est le premier truc concret où je me dis, ah ouais, putain. Non, mais là, c'est réel. Et quand ces morceaux-là, ils sortent jamais, vous les récupérez ou pas? Toi, tu l'as, ce morceau? Non, j'ai pas ce morceau. Je dois avoir les audios quelque part. J'en ai pas mal. Je dois avoir une trentaine de morceaux chez moi qui sont jamais sortis. Avec Ross, avec Davis, avec Wayne. Mais tu les récupères. Certains, on arrive à les récupérer, tu vois. Certains, d'autres non. Mais celui-là, celui-là, je l'ai jamais récupéré. J'ai un autre morceau qui était prévu pour Documentary 2 qui est jamais sorti, qu'on a fait d'ailleurs quand on était à Miami. On a fait l'instru quand on était à Miami. C'est une des idées dont je te parlais qu'il m'avait envoyé. Où Game a posé dessus après, qui est jamais sorti aussi. Et ça, tu l'as. Mais ça, je l'ai. Donc j'en ai certains, d'autres non. Mais du coup, ouais, ce truc-là, c'était vraiment le premier truc concret de, ok, là, tout ce que tu avais visualisé, là, t'as mis un vrai pied dedans. T'as pas fait tout ce que je voulais, mais en tout cas, là, c'est concret. Bon, c'est pas concret aux yeux du monde parce que c'est pas sorti. Donc, mais toi, tu sais que Street Runner, il t'emmène quelque part. Il m'emmène quelque part, on fait des morceaux, les morceaux vont quelque part, et même, je me dis, putain, il y a Game sur mon instru, là. Comment ça, il y a Game sur mon instru? Il y a 2 semaines, j'étais à Aulnay, moi. Tu vois, ça existe pas, ce truc-là. Et voilà, et donc je passe 2 mois comme ça, où tout se passe super bien. Franchement, ça aurait pas pu mieux se passer, tu vois. On fait de la musique, il y a des choses qui se passent, même si ça va pas encore au bout. Et lui, il est grave réceptif, il est grave cool avec moi. Et surtout, j'ai rempli ma mission on bosse beaucoup plus ensemble maintenant. Je me rappelle, tu vois, le jour où je suis arrivé chez lui, il descendait dans une liste d'instrus sur iTunes. Et je voyais tous les mecs avec qui il collaborait, tu vois. Il y avait 2-3 noms, et il y avait des noms qui revenaient beaucoup. Et de temps en temps, je voyais le mien. Et je me suis dit, cette liste, faut que ce soit moi partout. Faut ton nom partout. Faut que ce soit moi de en haut, en bas, faut que ce soit moi. Et du coup, ce qu'on a fait sur ces 2 mois-là, ça a commencé à tendre vers ça. Et je suis rentré chez moi mi-décembre. Et à partir de là, on n'était plus du tout à une instru par mois, on était plutôt à 2, 3, voire 4 par semaine. Tu vois. Voilà. Donc on est dans un autre ratio de potentiel instru qu'il va envoyer. Tu peux remplir son iTunes. Là, on commence à être en position, tu vois. Mais du coup, ça te met une pression en plus parce que tout le stock d'instru que j'avais en avance, je lui ai déjà envoyé. Donc là, maintenant, il faut que je sois productif et que je continue d'être au niveau de ce qu'il attend de moi, etc. Et en fait, au fur et à mesure, voilà, on a commencé en fait à, comme je te disais, peut-être 2 par semaine, puis 3 par semaine, puis en fait, au bout de quelques mois, à tout faire ensemble. Tu vois, dès qu'il avait une idée, il me l'envoyait. Et tu vois, tous les jours, en fait, on faisait une instru ensemble. Jusqu'à présent, c'est le cas maintenant, tu vois. Ah ouais. Là, à l'heure où on parle, il t'envoie encore des sons. Alors on parle, là il m'a envoyé l'instru que je lui ai envoyé hier, il me l'a envoyé ce matin, tu vois, enfin ce matin de mon côté, et lui il a fini hier soir chez lui, et jusqu'à présent, depuis ce jour-là, en fait, c'est beau. On travaille ensemble tous les jours, il n'y a pas un truc que je fais sans lui, il n'y a pas un truc qu'il fait sans moi, tu vois. Voilà, du coup, c'est comme ça qu'on en est arrivé là. Là, je sais pas quelle heure il est, mais 18h, il va m'appeler, on va faire le point, ok, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, tu vois. Tous les jours, c'est comme ça. En fait, ça a créé un duo, si tu veux. Mais tu te rends compte que et c'est important, hein, là, pareil, c'est de l'éducation en même temps, ce qu'on fait. Si t'avais pas bougé, si t'étais pas allé à Miami, même si tu l'as fait croire, je vais en vacances, ce truc. T'as été pour lui, en vérité, t'as fait bouger les choses et ça a marché. Ça a tout changé. Tu vois, ce contact humain, il a tout changé. Après, j'avais aussi de bonnes raisons d'y aller, tu vois. Tout était, vu comment lui se comporte avec moi, je lui avais dit, voilà, je vais être là et tout. Mais effectivement, ce move-là, il a tout changé. Bien sûr. Tout changé. Bon. Comment on en arrive au premier son que tu places pour un Américain et qui est cette personne? Ok. Du coup, comme je t'ai dit, je reviens en décembre 2014. À Miami, tu reviens? Non, je reviens à Aulnay. Je suis parti de mi-octobre à mi-décembre. Donc, décembre 2014, je reviens à Aulnay. Je refais un petit séjour là-bas. Je me dis, je vais confirmer encore. Je repars en mars. Mars, 3 semaines. Là, je vais chez lui, carrément, je dors chez lui. Là, c'est officiel. C'est mon rêve maintenant, tu vois. À partir de là, tu vois, tu sais, quand tu te parles tous les jours, etc., voilà, ça crée quelque chose. Bon. Et en fait, du coup, je reviens, etc. J'ai des touches à droite à gauche, mais rien de spécial. Et il y a un jour, sûrement en avril ou en mai, il m'envoie un message pour me dire Wayne, donc Lil Wayne,
veut cet instru pour son projet. Donc là, tu vois. Prends le temps. Non, parce que là, t'as dit ça comme si c'était rien, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Moi, ma voix, elle aurait tremblé, j'aurais commencé à tousser, crise d'asthme alors que je suis pas asthmatique. Non, mais ouais. Tu sais ce que j'ai fait, je me rappelle très bien. Attends, je vais décaler le micro. Enfin, je te raconte d'abord. J'étais dans un café avec ma femme. Ok. Je sais plus ce qu'on faisait, on devait manger un truc comme ça. Et mon téléphone était, tu vois, posé sur la table. Et je vois ça, et je vois Wayne veut utiliser l'instru, elle s'appelle Chains, l'instru. Ok. Veut utiliser l'instru Chains pour son album. Et j'ai fait ça, gros. Vraiment. J'ai fait ça. Donc là, vous voyez pas, mais il a incliné. Je me suis couché sur la table. Mais t'as vu, là, je l'ai fait 2 secondes, mais je suis resté comme ça 30 secondes, et ma femme, elle me dit, mais. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un drame, là, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Et je lui dis, attends, 2 secondes. Et du coup, je lui explique et tout, mais du coup, je lui dis, attends, faut que je reprenne un peu mes esprits, parce que ouais, ça m'a sonné aussi, tu vois. Je me dis, mais attends, Lil Wayne. Comment ça, Lil Wayne, il veut... Là, potentiellement, je vais être sur l'album de Lil Wayne, tu vois. Du coup, voilà, il me l'annonce comme ça, tout ça. Et après, donc là, on est en avril-mai. L'album Free Weezy Album sort en juillet. Sauf que, je sais pas si tu connais l'anecdote, parce que c'est un truc que j'ai déjà raconté. Non. Donc, je te raconte ça. Donc, l'album Free Weezy Album sort le 4 juillet. Donc, moi, mon morceau est dessus. Premier morceau de ma vie. Enfin... aux États-Unis pour la carrière que je vais avoir. Lil Wayne, moi dans ma tête, ça tourbillonne. On peut pas commencer mieux. C'est ça, je me dis déjà, en fait, ça vient confirmer tout ce que je pensais, ça vient donner un sens à tous les efforts que j'ai faits, parce que j'ai vraiment travaillé très dur, tu vois, c'était un vrai taf. Tu vois, aller à Porte-Maillot pendant 1 an, travailler chez moi, faire que ça, pendant des 8 heures par jour, alors que tu touches pas un euro, tu vois. Sûr. Donc, tu sais, mettre tous tes œufs dans le même panier, t'investir dans un truc, c'est bien au-delà de l'argent à ce moment-là. Je me dis, putain, s'il y a que ça, j'aurais bossé avec Wayne, tu vois. Et ça aura donné du sens à tout ce que j'ai fait. Bien sûr. Sauf que, donc l'album sort le 4 juillet, et 2 jours avant, Street m'envoie un texto pour me dire, gros, je suis désolé, le morceau est plus dessus. Donc là, gros, ça m'a... L'ascenseur émotionnel. Ouais, non, là, c'était horrible. Là, vraiment, je te jure, quand il m'a annoncé ça, genre, j'étais dans mon sous-sol, là où je bossais, et je te jure que je suis resté assis 2 heures. Genre... sans bouger, tu vois, genre juste regard dans le vide, j'étais en mode... En plus, moi, j'avais pas envie de le dire à beaucoup de gens, mais je l'avais dit à quelques proches, je l'avais dit à mes parents, je l'avais dit à ma femme, à mes amis très proches, à 2-3 amis très proches, tu vois. Et donc déjà, je dois avaler tout ça, je dois me dire, putain, maintenant, il faut que je leur dise que non. Et il y a aussi ce truc de, mais est-ce que c'est vraiment possible? Putain, est-ce que je vais y arriver? Parce que là, j'étais là, et en fait, peut-être c'est impossible, peut-être il y a un truc qui fait que... Ouais, tu peux penser comme ça. Je remets tout en question, tu vois. Sauf que, donc là, mon monde s'écroule, etc. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'une semaine après, sauf que c'était déjà, enfin, je vais te raconter, mais c'était déjà préétabli, sauf que moi, je ne le savais pas et Street non plus. Mais une semaine plus tard, Street, peut-être 4-5 heures avant que le morceau sorte, il me dit, en fait, ils veulent le sortir, mais vous voulez le sortir seul en morceau bonus. Tu vois, pour l'album. Donc là, ascenseur émotionnel de l'autre côté, je passe une semaine de merde, tu vois, horrible. Et bon, je me dis, bon, bah, c'est pas celui-là, ça sera le prochain. Sachant qu'il y a déjà un truc qui m'est arrivé, c'est que je devais très potentiellement être sur l'album de Meek Mill. Ça devait être ça, mon premier album qui est sorti en mai. C'était quel album de Dreams Worth More Than Money. Donc l'album où il y a eu le fameux clash avec Drake, etc. Parce que on a fait une instru quand je suis retourné à Miami en avril. Et donc, 1 mois avant que l'album sorte, l'ingé son de Meek, bon là je fais une petite digression, mais l'ingé son de Meek fait signe à Street pour dire cette instru, garde-la, Meek il la veut absolument. Donc là je suis en mode, attends, on a 3 semaines ou 1 mois de l'album, il la veut absolument, c'est la fin de l'album, je vais être dessus. Finalement non, donc j'ai déjà cette déception en amont, tu vois. Bon vas-y, c'était dur mais il faut bien la digérer. Et après j'ai cette deuxième déception de Wayne. Donc là on retourne, une semaine après, donc le 11, ils veulent le sortir dans 4 heures, et en fait, c'est un morceau bonus. Donc là, finalement, le morceau sort vraiment. Donc, tout ce que j'avais dit, tout ce que j'avais annoncé, finalement, se fait. Et voilà, le morceau sort. Du coup, quand il sort, je l'écoute, et j'entends que c'est vrai, tu vois. J'entends Lil Wayne sur mon instru en train de rapper, tu vois. En plus, j'aime vraiment beaucoup le morceau. Et je me dis, ah ouais, putain, ça y est, là. Là, j'ai vraiment fait un que truc. Et puis même, je vois autour de moi, mais les gens qui m'ont un peu suivi, tu vois, mes proches et tout, ils sont un peu choqués, tu vois. Tu sais, les gens avec qui t'es allé à l'école, tu vois, les trucs comme ça. Ils disent, c'est Lil Wayne, tout le monde le connaît. Frère, comment ça, Tariq, il a fait une instru avec Lil Wayne? Surtout que moi, j'étais assez discret. Je mettais pas forcément sur les réseaux que je faisais des instrus, que je faisais des trucs, tu vois, je faisais juste ma vie, tu vois. Je communiquais pas énormément dessus. Mais quand tu signes ton vrai prénom et ton vrai nom de famille. Bah, justement, quand il m'a fait signe, Street, il m'a dit, le morceau sort dans 4 heures, il me le sort, je mets quoi comme nom? Du coup, j'ai réfléchi et je me suis dit, tu sais quoi, je vais mettre mon vrai nom, mon vrai prénom. Parce que je me suis dit, vas-y, mes parents, ils seront contents, ils vont voir ça, ça a beaucoup plus de sens pour eux.
Parce que j'avais que j'ai plus ou moins encore, même c'est mon nom Insta, j'avais un nom de producteur qui est Kilati. Okay. En référence à une vidéo du roi Enoch, je sais pas si tu l'as en tête, où tu sais la vidéo où il dit contre la cassette que Washington recherche. Ouais. Tu vois cette vidéo, le Desert Eagle contre la cassette. Je me rappelle très bien. Et il dit je suis avec Kilati de la Palestine. Ok. Tu vois. Et moi je suis un gros fan du roi. Ouais, et je m'appelle aussi. Tariq, donc Ti, tu vois, donc Kilati. Et je me suis dit que ça sonnait bien. Je me suis dit ok vas-y, je pars. Salutations à Hugo le patron. Exactement, Hugo le pacha, tu vois. Et du coup, là je vais lancer un couplet du roi. À tout moment tu peux envoyer. Je peux partir, je chauffe pas sur Hugo. Mais du coup, voilà, il me dit, et je prends la décision, je me dis, ok, vas-y, Tariq Azouz, c'est bien, mes parents, ils vont voir, ça a du sens pour eux, je représente mon nom de famille, je représente qui je suis, et ça me va très bien, tu vois. Moi, je dis ça parce que quelqu'un qui a grandi avec toi, qui écoute du rap, qui s'intéresse au crédit, il peut avoir un choc, il dit, il y a quelqu'un qui s'appelle comme toi, il a travaillé avec Lil Wayne. En vrai, ça serait plus probable. C'est ça. Dans la tête de quelqu'un qui sait pas que je fais de la musique ou quoi, ça aurait beaucoup plus de sens que c'est le Tariq qu'on connaît, tu vois. Et ouais, du coup, j'ai pris cette décision-là, et je regrette vraiment pas, tu vois. Ouais, je suis vraiment content même de l'avoir fait. C'est beau. Très bien. Donc, Lil Wayne, c'est ta première sortie rap américain. Rap carré, Voilà. Donc là, à ce moment-là, tu te dis, tout est possible. Bah tu là, commences par Lil Wayne. C'est ça, je me dis, putain, mes frères, là, en fait, ce dont Street me parlait, ce dont moi je rêvais, là, ok, là, je suis dedans, les deux pieds dedans. Voilà. Je vis pas encore de la musique, tu vois, mais en tout cas, ce truc-là, comme je t'ai dit, on pourra pas me l'enlever. Moi, j'ai bossé avec Lil Wayne. Ouais. Qui d'autre? Tu vois, tu vois, si j'ai que ça, je resterai là-dessus. C'est bon déjà. Mais ouais, voilà, donc à ce moment-là, c'est vraiment tu vois, c'est hyper fort comme émotion, c'est un accomplissement, tu vois. Mais tu peux pas t'arrêter là. Mais c'est pas le but. Voilà. Et franchement, on n'oublie pas qu'il y a Rosé. C'est ça le vrai objectif. Et franchement, à partir de là, tout s'enchaîne super bien parce que ça sort en juillet. Et je commence déjà à avoir des retours de Street qui me dit, il y a lui qui veut ça. Il y a lui qui veut ça. Il y a lui qui veut ça. Déjà, ça, c'est énorme. Tu sais qu'il y a plein de rappeurs qui veulent ça. Mais toi, t'as dit à Street Runner que ton rappeur préféré c'était Rick Ross et que t'aimerais trop, tu lui as dit? Direct. Donc il a ça en tête quand même. Il a ça. Et puis même, je pense que quand il entendait ce que je lui envoyais, il disait, ça, je pense que Ross, ça va lui parler. Okay. Et du coup, bah, ça sort en février. Derrière, en octobre, j'ai 2 sorties d'albums. Donc il y a 2 personnes avec qui je rêvais de travailler. Donc il y a DJ Khaled. Première fois que je travaille avec DJ Khaled. Donc on fait un morceau avec Mick, French Montana, Beanie Sigel et Jadakiss, qui s'appelle Highlight. Donc que des artistes avec qui j'avais envie de travailler. Mais comment tu cites son nom, comment tu te retrouves à bosser avec lui? Avec Khaled? Ouais. Alors, Street, lui, il bosse avec Khaled depuis même si c'est ponctuel, tu vois, depuis un certain temps. Et puis surtout, c'est des mecs de Miami, ils se connaissent depuis un certain temps. Et ce morceau-là dont je te parle, qui s'appelle Highlight, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Khaled avait une instru, il voulait la changer. Il l'aimait plus, donc Street m'envoie un acapella de French Montana qui fait le refrain. Et il me dit, fais un truc. Donc la pression, tu vois. T'as que le refrain. J'ai que le refrain. Donc crée un refrain et crée un couplet pour que ensuite les couplets puissent se poser dessus. Et du coup, bah pression, tout ça, mais je me dis ok, vas-y, faut que je le plie le truc là, tu vois. Et franchement, grâce à Dieu, tout se passe bien. Session, tu sais, il y a des jours où je fais des trucs et je suis content de rien. Mais là, tout s'enchaîne bien. J'ai une bonne idée dès le début, qui a une bonne direction, et vas-y, je fais le truc et je lui envoie. Street il kiffe. Il l'envoie à Khaled. Khaled il kiffe. Allez, let's go. Hein. Donc le morceau finit sur l'album. On fait un autre morceau, il nous demande un autre truc. C'est un solo de John Legend. C'est une espèce de prière. Le morceau il s'appelle Most High, tu vois. Et du coup, voilà, c'est comme ça qu'on en fait 2 dessus. Et le même mois, il y a l'album de Game qui sort, Documentary 2 du coup. Du coup là, on a un morceau dessus qui s'appelle New York, qui est une autre instru qu'on a fait, sur laquelle Game a posé, qui a fini par être choisi pour cet album. Et du coup, voilà, là je commence à me dire... Tout ça la même année. En fait, ça c'est juillet, l'année et le octobre suivant, en fait, tu vois, donc 2-3 mois après. Et donc là, à partir de là, je vois la rotation de morceaux qui sortent. Je vois le rythme qu'on a avec Street. Et je vois aussi, lui, il me dit, il y a tel mec qui veut telle chose, il y a tel mec qui veut telle chose. Donc je me dis, ok, là, maintenant, en fait, j'ai trouvé le confort que je voulais, c'est-à-dire, si je travaille dur, et si je travaille bien, et si je fais des bons morceaux, ça ira quelque part. Alors qu'avant, je pouvais faire les meilleurs morceaux du monde, ça restait chez moi. C'est ça. Si j'ai pas, mais là, je suis dans un truc. Ça va sortir. Je suis sur des rails. Si je continue de faire du bon taf et si je suis bon, c'est bon. Là, en fait, si tu veux, j'ai fait le plus dur. J'ai plus qu'à être bon maintenant. Tu vois, et c'est tout ce que je voulais, moi. Je voulais pas un coup de main, un truc où tu me fais une faveur. Je voulais mériter mon truc pour être dans cette position. Tu vois, c'était le regard que j'avais quand je suis allé voir Street, c'était de me dire, ok,
Moi, là, le mec, je veux le choquer. Comme je te disais, je veux lui apporter un truc tellement bien qu'il peut plus se passer de moi. En fait, il a un intérêt. Lui aussi, il a un grand intérêt à travailler avec moi. Ouais. Et à partir de là, je suis dans cette position de me dire, OK, maintenant, j'ai plus qu'à faire de la bonne musique. Okay. Et du coup, ça s'enchaîne bien. Et du coup, on arrive à décembre, 4 décembre précisément, l'album Black Market de Rick Ross, sur lequel je suis. Donc, premier Rick Ross de ma vie. Comment ça arrive là? Là, t'atteins ton but? Là, j'atteins... incroyable. Et je sais pas si j'ai raconté ça, mais j'ai raconté quelques anecdotes dessus. Donc, comment ça s'est fait? Déjà, l'instru, quand je l'ai fait, je sais pas si t'as le morceau Free Enterprise en tête. Je vois très bien que le morceau, je l'ai écouté avant de venir exprès, parce que je savais. Et du coup, moi, j'ai fait toute la musique, tu vois. Et j'arrivais pas à faire des drums dessus. Tu vois. Et les drums, elles sont super spé, ce qu'il a fait Street dessus. Tu vois, ça change énormément. Tu vois, il y a pas de snare. Tu sais, c'est... Ouais. Mais déjà, je trouve que cet album-là, c'est un album charnière dans sa carrière. Hein. Je trouve qu'il a rien à voir avec tous les albums qu'il a sortis avant. Je suis d'accord avec toi. Donc, il prend des risques quand même. Cet album. Et du coup, moi, j'hésite même. Tu vois, en fait, je me dis, attends, est-ce que je l'envoie à Street, ce morceau de musique qui n'a pas de drums finalement? Je me dis, c'est quoi là? Il y a quelque chose. Il y a une émotion. J'aime vraiment ce qui se passe dans la musique. Donc, je lui envoie. Il me renvoie l'instru. Il me dit, j'ai galéré, mais je crois que j'ai trouvé un truc vraiment charmé. Et quand je l'entends, je me dis, ah ouais, putain, ça c'est lourd. Ça, c'est, tu vois, c'est une des instrus que j'écoutais constamment chez moi à me dire, putain, ça c'est vraiment une putain d'instru, c'est exactement ce que j'avais envie de faire, tu vois, musicalement, genre là, j'ai atteint un truc que j'ai vraiment envie de faire. Et il y a un jour où DJ Khaled fait signe à Street, il lui dit, je vais être en studio avec Ross, envoie-moi des instrus. Ok. Il en envoie, je sais pas, 7-8, dont celle-ci, qui finit par être Free Enterprise. Et du coup, moi, il me dit ça, je sais pas, on va dire un mercredi, tu vois. Et il me dit, ok, j'envoie les instrus à Khaled, et Khaled, il va être en studio avec Ross ce soir. Je me dis, ok, j'en mets, je le sens bien. Mais bon, tu sais, ça me paraît encore lointain. Ross, c'est Ross, tu vois, c'est mon rêve, donc je sais pas si ça va le faire. Et je me réveille le lendemain, et je vais sur Snap de Ross, et je le vois en train d'écouter l'instru qui finit par être Free Enterprise, en train de fermer les yeux comme ça, c'est en train de rapper quelques mots, tu vois. Ah ouais. Et je me dis, ah putain, je me dis, ah mais c'est réel, en fait. Donc je T'as la vidéo alors. J'ai la vidéo, gros. Et là, téléchargement d'applications, comment récupérer une vidéo Snapchat. Il n'y a pas les imprimes écran à l'époque. Je dis, mais attends, là, il y a Ross, et je l'entends, il dit des petits trucs, tu vois, il n'y a pas encore de couplet, mais il dit des petits trucs sur l'instru. Mais moi, ça me suffit déjà. Il y a sa voix sur l'instru. Tu vois, j'ai gagné. Je me dis, ah ouais, putain, je l'envoie à Street. Il me dit, ouais, voilà, il était avec lui, hein, donc. C'est ouf. Je me dis, ah ouais, putain, une semaine après. Donc là, je suis à mort sur le Snap de Ross, moi, à ce moment-là. Tous les jours, je check. Et là, je vois, il referme les yeux, mais là, il y a un couplet qui est posé, tu vois. Et j'entends 15 secondes, il est en train de rapper. Je me dis, ah putain, mais là, c'est fort, là. C'est réel. C'est vraiment réel. Et du coup, voilà, jusqu'au moment où on a les crédits. Et là, Street m'appelle et me dit, écoute, il y a 2 featuring sur le morceau. Il y a John Legend et il y a Jay-Z. Donc je me dis, attends. Moi, j'étais même pas dans Jay-Z. Tu vois, enfin, je suis un fan, hein, mais je pensais même pas à lui encore. Moi, tu vois, c'est le boss de fin, tu vois. Il est dans un autre monde. Voilà. Tu peux pas penser à lui. Et il m'envoie la liste de crédits, tu vois, qui lui a été envoyée par le label. Et je vois effectivement Sean Carter dedans. Je dis, mais ce que tu me racontes là, tu vois. Et du coup, c'est ça l'anecdote, parce que Jay-Z n'est pas finalement sur le morceau, mais Jay-Z devait être sur ce morceau. Et je sais pas ce qui s'est passé, c'est une question de timing, je sais pas ce qui s'est passé. Ça devait être donc. En fait, le morceau s'appelle Freemason, et je pense qu'il voulait faire une suite à. Free Enterprise, pardon. Suite de Freemason. Et du coup, ça devait être Rick Ross, Jay-Z, John Legend. Ça a fini par être Rick Ross, John Legend. Donc, déception à un moment, mais après, bon, je me reprends. T'as Rick Ross, c'était ton but. Même si Jay-Z, tu commences à dire, ah, mais c'est pas grave. Mais vas-y, après. T'as atteint ton premier but. Donc, je me recadre, etc. Le morceau sort. J'adore le morceau. Jusqu'à présent, c'est un de mes morceaux préférés que j'ai produit, tu vois. Vraiment, j'adore ce morceau. Et voilà. Et à partir de là, en fait, si tu veux, c'est 6 mois qui vont de juillet à décembre. Ça m'a un peu lancé. Et ça s'est, grâce à Dieu, jamais arrêté depuis, tu vois. On a toujours eu des trucs un peu constamment, plus ou moins gros en fonction, tu vois. Mais voilà, c'était en tout cas le tout début. C'est ta première grosse année. Voilà, c'est mes premiers gros 6 mois, parce que ça a commencé en juillet, tu vois. C'est 6 mois. Aussi, voilà, mes premiers gros trucs. J'ai besoin de parler de business sans rentrer dans les chiffres parce qu'on reste des Français. Ça me dérange pas, moi, mais on peut... je sais pas si c'est le but. Mais en tout cas, voilà, moi, je sais que les royalties, ça veut dire tes droits de compositeur, tu dois les toucher 1 an après. Exactement. Mais moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est, en termes de cachet, t'as été payé, et est-ce que c'est mieux que la France?
Oui et oui. J'ai été payé et c'est mieux que la France. Voilà. Ouais. Donc, est-ce qu'on peut dire à ce moment-là que tu commences à vivre de ta musique? À ce moment-là, je commence à vivoter de ma musique, on va dire. Tu vois, c'est pas que encore des cachets. C'est que des cachets et c'est pas encore. Je dirais que je peux pas m'assumer seul, tu vois. Ouais. Parce que déjà le Free Weezy album, c'est un album gratuit, donc on n'est pas payé. Voilà. Là, c'était qu'une mixtape en vrai. En vrai, on peut considérer ça comme une mixtape. Ouais. Donc je me dis ok. Mais franchement, j'y ai même pas réfléchi à ce moment-là. C'est les lois. C'est ça. On s'en fout. Challenge, je gagne un peu d'argent. Game, je gagne un peu d'argent. Roche, je gagne un peu d'argent. Mais pareil, en fait, si tu veux, le morceau, l'album sort en octobre. Mais pas le temps que ça se négocie, les contrats, les trucs, qu'on soit vraiment payé. Je suis payé l'année d'après, tu vois, en fait. Ah, ok, même les cachets, tu les as 4 mois après, si tard, 4 mois, 5 mois après, tu vois. Ok, très bien. Et du coup, voilà, je commence à en vivre un petit peu, etc. Mais c'est pas, je suis pas au max, quoi, tu vois. Ok, mais toi, c'est la passion, déjà. C'est ça. T'es content, tu places pour des artistes que t'as écoutés, que t'écoutes encore, qui sont des légendes. Exactement. T'es content. Et moi, je me mets à ta place. Jay-Z, il a failli poser sur un morceau. Je me dis que c'est possible, hein, que finalement, il y a un moment, Jay-Z, je vais l'avoir. Exactement. C'est ce que je me dis. Et puis, je me dis aussi, écoute, là, c'est le début. Il y a Street aussi qui me parle, tu vois, qui me dit, écoute, là, c'est le début, t'inquiète pas, continue, et tu vas voir que ça va venir tout seul, tu vois. Et t'auras une maison à Miami comme lui. Voilà. Mais du coup, je discute avec lui, et tu vois, il m'explique, je lui pose des questions aussi, genre, tu penses que je vais toucher combien? Tu penses que le truc, est-ce que ça va... J'essaie de rationaliser dans le sens, est-ce que ce que je fais là, actuellement, c'est assez pour en vivre, tu vois? Parce qu'il y a un truc important, les morceaux que t'as produits, ce sont pas des singles. Ce sont pas des singles. C'est pas les morceaux qui sont clippés, c'est pas les morceaux qui sont mis en avant. Il y a des samples. Aussi, en tu plus, vois ce que je veux dire. Ça veut dire, pour bien expliquer aux gens qui nous écoutent, ça veut dire qu'il y a une part de l'argent qui va aller à quelqu'un d'autre. Aux ayants droit, ceux qui ont fait les originaux. Exactement. Okay. Donc, tout ça, je commence à comprendre le business à ce moment-là, les tenants, les aboutissants, et j'essaie juste de me rendre compte, ok, est-ce que, avec ça suffit ou est-ce qu'il faut faire plus, tu vois? Mais on discute et je me rends compte qu'ok, je vais pas être millionnaire en faisant ça, mais je pourrais vivre, tu vois. Moi, je le voyais en mode, ok, si t'as assez pour vivre, t'auras juste à passer un cap. Si tu veux vivre mieux, passe un cap, fais des plus gros morceaux, fais des plus gros trucs, fais-en plus et ça ira, tu vois. Et des singles, tu vois. Ok. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe l'année d'après pour toi? L'année d'après, il y a une autre... Je t'écoute, excuse-moi. Ouais, non, que j'essaie de comprendre ce qui se passe dans ta tête. Là, t'es sur des gros Américains. Est-ce que tu penses à la France? Ouais. Je me dis, ok, là, j'ai fait des gros Américains. Normalement, en France, ça va m'ouvrir plein de portes. Ok. Et c'est plus ou moins le cas. En 2016, je signe avec Universal. Donc, en France. En France. Universal Publishing. Publishing en France. Donc là, pour revenir au fait de gagner sa vie contre une avance. Ouais. Et elle est bien l'avance sans donner de chiffres. Par rapport à ce que tu as fait, tu places sur des gros Américains. Donc, tu peux quand même prétendre à quelque chose. Moi, je peux te donner le chiffre, hein, ça me dérange pas de le donner. Ah, bah vas-y, t'es vraiment un Américain. Je signe pour 50K, ce qui est pas incroyable, tu vois. C'est pas un truc de fou, c'est bien. C'est correct, voilà. Mais avec le recul, et je t'expliquerai pourquoi, je suis ravi de pas avoir signé pour plus. Ouais. Et du coup, voilà, donc la promesse qui m'est faite, c'est qu'on va t'ouvrir la porte en France, etc. Sauf que moi, je continue de faire des trucs aux États-Unis, donc cette année-là, je sais plus à quoi qui sort. Je crois qu'il y a du Royce, il y a du Meek Mill. DC Fort, fan de Meek Mill et je suis super content des morceaux qu'on fait dessus. Tu dis Royce da 5'9". Ouais. Royce da 5'9", je crois que j'ai du Yo Gotti qui sort cette année-là. Ah. Donc je confirme que c'est pas un coup de chance, tu vois. Et sauf que ça se passe pas du tout comme j'ai envie que ça se passe, tu vois, avec Universal. Je critique pas, mais moi en tout cas ça m'a pas plu, tu vois. Mais ils t'ont ouvert sur des Français, sur des rappeurs français? Ouais, vraiment léger sur Sofiane. J'ai été en studio avec Youssoupha, mais j'ai trouvé ça très très léger, tu vois. Okay. Et surtout, je pense que tu connais ça très bien. J'ai été signé là-bas il y a longtemps. Tu vois, on te promet beaucoup de choses. Oui. Moi, je suis jeune, et j'y crois, tu vois ce que je veux dire. Et il se passe pas du tout. Ne m'en voulez pas, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Et il y a d'autres gens qui vivent une autre réalité où ça se passe très bien pour eux, tu vois. Après, je pense que la politique, de ce que j'ai compris en étant là-bas plusieurs années, la politique de Universal, c'est d'en signer plein et de se dire, vas-y, ceux qui marchent, on les suit. On reste derrière eux et ceux qui marchent pas, on les calcule pas trop. Donc, on tombe un peu là-dedans. Voilà, c'est ça. Et moi, je me disais, mais attends, tu vois, on m'avait dit que j'irais en studio, mais dans ma tête, vas-y, c'est bon. Toutes les semaines, je fais moins une séance en studio, tu vois, avec un mec. Ouais. Et finalement, non, etc. Bon, bref. T'as signé combien de temps chez Universal? J'ai signé 4 ans. 4 ans, ok. 4 ans et fallait être inscrit à la SACEM. Moi, je suis inscrit à la SCAP à ce moment-là. Ouais, toi, t'as été à la SCAP avant la SACEM. Exactement. Et j'ai jamais été à la SACEM finalement. Ah ouais, t'es un Américain jusqu'au en fait, c'était la logique, t'as commencé là-bas, ouais.
Et donc, je touche que la moitié de mon avance, tu vois, etc. Et fast forward 2019, tu vois, on reviendra si tu veux sur d'autres trucs après. Moi, en fait, à ce moment-là, je veux sortir de mon deal, tu vois. En même fin 2018, même mi-2018, ça y est, je veux sortir de mon deal, il se passe rien pour moi. Je fais plein de trucs aux États-Unis. Mais je reviens un petit peu en arrière. Pourquoi tu touches la moitié de ton avance? Parce que je suis pas inscrit à la SACEM. Ah ouais. Donc en fait, et pour que eux ils récupèrent de l'argent, il faut que je sois inscrit à la SACEM. Sinon, ils récupèrent pas d'argent. Tu peux pas être à la SCAP et à la SACEM, c'est pas possible. C'est possible, mais je sais pas trop. Et en plus, eux ils me collectent sur le monde, donc quoi qu'il arrive, il faut que je sois à la SACEM, etc. entièrement. Sauf que voilà, c'était pas le bon move pour moi à faire. Ça t'arrangeait pas. Ça m'arrangeait pas. Et puis, tu sais, ça avance et je me dis attends, ils font rien pour moi. Pourquoi je vais aller à la SACEM? Je vais me bloquer encore plus dans un queutru, là. Il faut pas que j'y aille, tu vois. Et donc, voilà. Je décide de sortir de ce deal. Avocats qui parlent entre eux, etc. Ça met énormément de temps, ça met 9 mois. Mais grâce à Dieu, on arrive à un compromis. Je leur rends l'avance qu'ils m'ont donnée. Donc, que la moitié. C'est pour ça que je dis tant mieux, c'était que la moitié. Donc, je leur rends C'est la première fois que j'entends quelqu'un rendre de l'argent en fait, à une maison de disques. Je voulais être correct, tu vois. Je voulais être en mode, je vais pas essayer de faire un truc de vous avez pas fait ci, vous avez pas fait ça, donc je me casse, etc. Je me suis dit, tu sais quoi? Voilà. Rendez-moi mes morceaux. Je vous rends l'argent. On reste bons amis. Tu vois. Et donc, au final, t'auras fait combien de temps là-bas au lieu de 4 ans? J'aurais fait 2 ans et demi. 2 ans et demi, ok. Parce que je signe en mi-2016, un truc comme ça, tu vois. Mais j'ai vu, quand tu parles de Sofiane, j'ai vu que t'as sorti des choses avec Sofiane. Donc ça, c'est sous Universal. Ça, c'est via Universal, ils sont éditeurs de voilà, etc. Et du coup, quand je pars de là-bas, je laisse quelques plumes, je laisse 2-3 morceaux qu'Henry, tu vois, qui me demandent de laisser, tu vois. Mais je me dis, tu sais quoi, faut le faire. Derrière. Et ça me pesait en plus. Je me dis, vas-y, tu sais quoi, je suis tranquille, c'est pas grave, je leur laisse 2-3 morceaux. Plus 2 de Sofiane, donc je leur laisse à peu près 5 là-bas. Ça va aller, je vais avancer. Et si tu veux revenir sur 2017 ou 2018 après, il n'y a aucun souci, mais c'était chambé parce que je sors, j'ai beaucoup les dates en tête, je sors le 15 mai de ce deal. D'accord, 2019. 16 mai 2019. Le lendemain, toi toujours les lendemains. Toi. Le lendemain, Father of Assad, 4 morceaux, album de Khaled. Nipsey, John Legend, Big Sean, Meek, Lil Baby, Nas, CeeLo Green. Tu vois, donc le timing, il était incroyable. Parce que moi, j'avais peur de ce truc-là. Je me suis dit, ça se trouve, s'ils voient ces morceaux, ils vont vouloir me les prendre. Tu vois ce que je veux dire? Mais donc, c'est important. C'est toi qui fais le morceau de Nipsey Hussle. On parle de cette espèce de morceau un peu hommage. C'est qui sort quand il meurt, en fait. C'est ça. C'est toi qui fais ce morceau. Donc là, c'est un single. Là, ça devient, par la force des choses, un morceau. Mais ça change beaucoup de choses pour toi. Ah bah, alors, on était en 2016, donc si tu veux qu'on est en 2019, on y va tout de suite, tu vois, mais on fait ce qu'on veut, on se balade dans le temps, on revient en arrière, en avant. Non, ce morceau-là, ça, même si j'aurais préféré, évidemment, qu'il n'ait pas cet impact. Oui, bien sûr. Tu vois. Mais, effectivement, tu vois, je m'en suis rendu compte. Je me suis dit, ok, bon, déjà, tu vois, quand Nipsey est mort, ça m'a vraiment affecté. Et d'avoir ce morceau, c'était fort pour moi, tu vois, vraiment fort d'un point de vue personnel. Je parle même pas de la hype qu'il va avoir. Vraiment, j'étais avec de la teintée d'amertume, mais j'étais heureux d'avoir ce morceau, tu vois, de me dire, ok, j'ai fait un morceau avec ce mec-là, et sachant que c'est un morceau qui était fait de son vivant, tu vois, c'est pas un acapella qu'on a récupéré, c'est un vrai morceau, et puis c'est deep ce dont il parle dedans, etc. Donc ça, c'était un truc très très fort. J'étais très très heureux d'avoir ce morceau, même si, bien sûr, j'aurais préféré que ce soit autrement. Mais et voilà, je me rappelle que Khaled appelle Street peut-être une semaine avant que le morceau sorte, pour nous dire, voilà, on voudrait reverser la totalité à sa famille. Tu vois ça. Donc évidemment, on a accepté. Enfin, on a tous 1% dessus. Khaled, il a 1, moi j'ai 1, juste pour qu'on soit des ayants droit du morceau et que notre nom apparaisse, tu vois. Et tout le reste, pour te donner les chiffres, le sample a pris 50. On se partage 1% chacun, donc il y a 5% entre Khaled, John Legend, moi, Street, Kevin Kossom, qui a écrit le refrain, et 45% à sa famille, tu vois, tout le reste à sa famille. C'est un single, mais c'est pas là où t'as pris le plus d'argent par rapport à ça, mais au moins tu sais que t'es capable de te retrouver en single, tu sais que c'est faisable. Enfin, toi-même, genre, je sais que c'est un morceau où toute ma vie je serais fier de ce morceau, et puis c'est un morceau... Il est magique comme morceau. Ouais, c'est iconique, tu vois. C'est un morceau, je pense, un vrai classique, ça marque un moment fort, c'est... Tu vois, mais ce dont tu parles au niveau du single, c'est vrai que ça m'a permis de me rendre compte, avec le 1% que j'ai, de me dire, putain, ce 1%, il génère ça. Tu vois ce que je veux dire? Si t'avais eu plus, si j'avais 25, en fait, je rentrais 40 000 €, là. Tu vois, je veux dire. Sur ce trimestre, tu vois. Je me suis dit ça, quand même, donc, voilà. Moi, on parlait de Rick Ross, ton but. T'arrives à bosser avec Rick Ross. T'as failli être avant de bosser avec Rick Ross sur un Meek Mill, sur le deuxième album de Meek Mill. Exactement. Donc, je suis fan aussi. Voilà. Maintenant que t'es avec Ross, t'as déjà bossé avec Ross. T'es avec Street Runners. Meek Mill.
Comment ça se fait? C'est comment? Meek Mill, alors... Il doit être dans ton radar. Ouais, non, mais... Alors, Meek, j'avais déjà bossé avec lui sur l'album de Khaled, le morceau dont je t'ai parlé, Highlight avec French. Mais c'est un couplet qu'il avait posé sur une autre instru. Ok, et toi, t'es venu changer. Et on a changé toute l'instru, etc. Mais j'étais très content du morceau quand même, mais j'avais pas encore ce truc. Je me disais, en plus, ce morceau, je l'aime beaucoup, mais c'est pas exactement ce que je voulais faire avec Meek. Ok. Mais du coup, Street était en contact à ce moment-là avec Dallas Martin. Je sais pas si tu vois qui c'est. Je vois. Qui est du coup à l'époque l'A&R de Meek. Et il se retrouve en studio, je crois que c'était à Washington ou à New York. Voilà, Dallas le plug, vas-y, viens jouer des trucs pour Meek. Donc là, Meek travaillait sur la mixtape DC4. Ouais. Tu vois. Et du coup, là, il est après tous ces problèmes. Il est en plein dedans, là. Tout ça, là, les gens. Il y a eu les clashs, il y a eu le back-to-back qui est sorti. Il a pas la cote, il doit se battre pour remonter. Exactement, Internet est contre lui, etc. Voilà. On est pile dedans. Ouais. Mais moi, je suis fan de lui. Moi, je suis fan de Drake aussi, mais moi, Meek, ça reste un putain de rappeur à ce moment-là. Tu vois, je suis pas dans un truc où ça fait broire, etc. Bon, bref. Moi, j'ai très envie de travailler avec lui. Donc, Street va en studio et ce soir-là, ils font Shine, le morceau Shine de DC4, qui, pareil, ça représente tout ce que j'aime. Tu vois, tout ce que j'aime faire. Enfin, si je devais choisir un morceau sur lequel je voulais Meek, j'aurais sûrement choisi cet instru. Donc Meek pose dessus, tout ça. Derrière, il se revoit, il fait un autre morceau qu'on a sur la mixtape DC4 qui s'appelle Blessed Up. Et ils font tout un tas de morceaux là, tu vois, genre Meek il pose beaucoup de snippets, tu vois, sur Insta, sur Snap. Et ça devient un peu ma vie. Toutes les 2 semaines, il y a un snippet et je me dis, mais ok, c'est Wham ça. Ah, ok, j'ai peut-être ça avec eux. Toi, tu découvres comme ça, en fait, que les morceaux vont sortir. Et c'est même moi qui fais découvrir à Street, tu vois, je dis, écoute. Il a posé, carré. Et Meek pose des trucs aussi sur Insta, tu vois. Et du coup, voilà, comment dire, la connexion, elle se fait comme ça. Et DC4 sort fin octobre, le 31, si je me rappelle bien, 31 octobre, et de 2016, du coup. Et voilà, on a 2 morceaux dessus. Je suis trop content, c'est un de mes rappeurs préférés. Et tu vois, ça commence à devenir un petit peu ma vie. Je suis toujours excité, même jusqu'à présent, je suis toujours excité quand je fais des morceaux qui me plaisent avec des artistes qui me plaisent. Mais voilà, là, je commence à rentrer dans le truc de, ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Et j'ai bossé avec Wayne, j'ai bossé avec Rick Ross, j'ai bossé avec French Montana, avec Meek Mill. Tu vois, ça y est. Hein. T'es bien installé. Je suis dans le truc, ça y est, ouais. On est obligé de parler de ce morceau. Moi, quand j'ai regardé la liste des morceaux que t'avais produits, Sorry Not Sorry. Ouais. Jay-Z et Nas. Ouais. Sur un album de DJ Khaled. Ouais. Alors, moi, quand j'entends ce morceau, je regarde pas les crédits. Mais je me dis, ils ont refait Song Cry de Jay-Z. Deuxième version. Il y a pas mal de gens qui sont dit ça. C'est ça que je me dis. Donc, du coup, maintenant que j'étais en face de moi, je voulais savoir, la prod, c'est une demande, on t'a demandé de t'inspirer de Song Cry ou ça n'a rien à voir, c'est une toute autre histoire? C'est une toute autre histoire, en fait. Je cherchais des samples et je tombe sur le sample qu'on a utilisé pour Sorry Not Sorry. Et effectivement, musicalement, tu vois, il y a une progression d'accords qui est la même progression d'accords par hasard que Song Cry, tu vois. Et du coup, moi j'entends le truc, j'adore, tu vois. J'ai même pas forcément pensé à Song Cry dès le début. Et quand les gens m'en ont parlé, je me suis dit, ah ouais, effectivement. Là maintenant. Mais le truc, c'est quand tu fais la production, c'est pas pour Jay-Z. Non, c'est juste... sais pas, tu bossais sur une production. Je suis chez moi. Voilà, j'ai trouvé un sample. Voilà. Je suis chez moi, je fais une prod. Je me dis, ok, je vais rajouter des voix pour que ça soit encore plus soulful. Je vais faire des drums comme ça. Ok, je vais rajouter un piano pour te faire frissonner. Et puis je vais te faire une outro. Tu vois. Et à ce moment-là, on bosse déjà pas mal avec Khaled, tu vois. On est rentré dans une relation de travail. Donc après Father of Assad en 2019, là on est en 2021 du coup sur Sorry Not Sorry. On est déjà dans un truc où on bosse beaucoup avec lui. Donc je commence à l'orienter pour Khaled. Tu vois, je commence la prod comme ça, je me dis, ok, Khaled, je sais qu'il adore les trucs soulful, les trucs qui te font frissonner. Donc je vais te la faire façon Khaled, tu vois. Et c'est ce que j'adore faire. Donc c'est complètement logique, tu vois, ce que je suis en train de faire. Et du coup non, je m'inspire pas forcément de Song Cry, peut-être. Inconsciemment parce que j'adore ce morceau, mais juste je fais une prod et il s'avère que la suite d'accords de la prod du sample, c'est la même suite d'accords, tu vois. Et du coup voilà, je fais la prod comme ça et du coup tu veux que je te raconte la suite de comment le placement est arrivé? Ouais, bien sûr. Du coup je l'envoie à Street, il kiffe, il bosse, il l'envoie à Khaled, il kiffe, il bosse et on sait rarement beaucoup de choses avec Khaled, tu vois. Il garde les choses très top secret, etc. Mais il y a un jour, il envoie un texto à Street en urgence. Il me faut des infos sur ça, tu vois. Genre, vas-y. Khaled, de toute façon, il faut toujours tout en urgence. Tu vois, j'ai vu Drake dire ça. Tu vois, j'ai cru comprendre qu'il était comme ça. C'est tout le temps, tu vois, c'est à la minute. Et du coup, voilà. Donc, on se rend compte qu'il y a peut-être un truc dessus. En fait, voilà. Donc, il y a un jour où Street, il m'appelle. Il me dit, écoute, il y a toujours ce moment-là
où, avant les albums de Khaled, je commence à savoir ce qu'on a dessus, tu vois. Ouais. Peut-être quelques jours avant. Parfois, j'ai des bruits de couloir un mois avant. Et il m'appelle et il me dit, assieds-toi. Là, je vais te dire un truc, faut que tu t'assieds là. Et je dis, ah ouais, ok. Il me dit, ok, donc là, sur l'album de Khaled, tu vois cet instru, comment ça s'appelait déjà? J'ai plus le titre. Mais tu vois cet instru? Je dis, ouais. Il me dit, Nas. Je dis, ok. Et j'avais déjà travaillé avec Nas, mais j'étais trop content quand même, tu vois. Jay-Z. Enfin. Là, je commence à me dire, attends. J'avais déjà travaillé avec Jay-Z en 2018. Donc c'est mon deuxième sur What's Free de Meek Mill. Oh oui, on va en parler. On revient, si tu veux, va en parler. Sur l'album Championships. On va en parler, c'est important. Mais il y a quand même... J'adore le morceau What's Free, mais il y a un truc, quand c'est sorti, j'étais trop content, etc. Mais j'ai eu un truc de me dire, j'ai Jay-Z, mais je veux Jay-Z sur du soulful. Je veux Jay-Z sur... exactement mon terrain, les frissons. Et qui est aussi son terrain. Qui est son terrain, et ce qui fait que moi, Blueprint, c'est mon album préféré de Jay-Z, et qui m'a inspiré. C'est clairement ça. Voilà, et qui m'a guidé dans la musique que je fais, etc. Donc j'avais toujours ce truc de me dire, j'ai Jay-Z, mais il me le faut sur un soulful. Et quand il m'a dit que c'était sur cet instru, déjà, en fait, il y avait tout. Déjà, j'ai un morceau avec Jay-Z sur une instru soulful. Donc déjà, ok. Sur une instru que j'adore en plus. Vraiment, j'étais trop content de cet instru. Mais Jay-Z Nas, ça n'existe pas. C'est fou. Il y a Black Republicans, il y a sur American Gangster, il y en a Let this bitch breathe. Oui, exactement. Comment il s'appelle ce morceau déjà Success, exactement. Voilà. Et je me dis, mais attends, mais là les gens vont être choqués. Vocaliste de Beyoncé dessus. Yeah. Il a dit ça. Même à la fin, tu vois, elle fait tout un truc. Ouais, exactement, il y a ça. Quand j'entends ça, je suis heureux. Moi aussi, ça me suffit. Et à la fin, elle fait des vocalises avec les chœurs, etc. Je me dis, attends, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? C'est un fou, ce mec. Et du coup, je me dis, ah ouais, putain, ça. Et en fait, tu vois, je repense à Ailleurs, je me dis, ça, c'était un morceau Ailleurs qui fait date dans ma carrière et qui a marqué, qui a eu un impact. Tu me dis, putain, sur Not Sorry, quand les gens vont se te prendre. Jay-Z Nas, Soulful. Je me dis tout un tas de trucs. Je me dis déjà, quand ça va sortir, les gens vont se le prendre. Quand je vais l'annoncer, les gens ils vont craquer, tu vois. Même en France, tu vois, ils vont se dire, mais putain, il nous refait le coup, celui-là. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, j'étais trop content, sachant en plus que quand il m'a appelé, il m'a pas parlé que de ça. Et j'ai appris aussi qu'on avait 6 morceaux, dont celui-là sur l'album de Khaled. Je me suis dit, ah ouais. Donc là, je vais annoncer 6 morceaux sur l'album de Khaled, dont ça. C'est ouf. Et moi, je sais pas qu'il y a un clip à ce moment-là. Donc on approche de la sortie de l'album. Parce que ça, c'est peu de temps avant la sortie de l'album. L'album, il est sorti quand? Il est sorti en avril. J'ai pas le jour exact, d'habitude je l'ai, mais là, je l'ai pas. Il est sorti en avril. Et donc, il a dû me dire ça début avril, tu vois. Et je vois Khaled qui poste un queutru. Et je vois qu'il y a un clip pour Sorry Not Sorry. Je dis, mais attends, ça s'arrête quand, tu vois? Et clip de Hype Williams. La légende. C'est ça. Donc, tu vois, là, en fait, c'est un peu toutes les cases cochées, tu vois. Je me dis, ok, bah... C'est ouf. Voilà, tu vois. Du coup, moi, je pense que c'est Khaled, quand il reçoit la prod, qui pense à son cry et qui se dit, je dois mettre Jay-Z dessus. C'est possible. C'est lui, en fait. C'est possible. Je sais pas quel procédé, tu vois, il y a eu dans son crâne, mais ça lui a peut-être fait ça. Et peut-être que, je crois qu'aussi, il y avait un moment qu'il voulait faire ce truc de Jay-Z Nas, tu vois. Et c'est peut-être dit, c'est sur celle-là. C'est celle-là, ça a du sens, tu vois. Et du coup, franchement, ça, c'était incroyable. On est obligé de revenir en arrière pour What's Free. Allons-y. Qui commande ce sample de Biggie, What's Beef? Ouais. Ça, c'est Street, en fait. C'est une idée de Street. Et franchement, pour être tout à fait honnête, j'y croyais pas trop au début. Tu vois? En fait, il y avait le concept de What's Free. Mick avait ce concept-là. Il venait de sortir de prison. Tu vois? Donc là, il y a tout son truc en prison. Son docu sur Amazon. Ouais, ça, c'est sorti après. Mais il y a tout ce truc-là, tu vois. Justement, le docu, c'est sur ce passage-là. Il arrive à sortir de prison. Hélicoptère, il va au game des Sixers. Je sais pas si tu te souviens de l'histoire. Il tape la cloche et tout. Les mecs, ils font des sorties de prison, c'est des événements. Incroyable. Et du coup, là, on passe d'un Mick où les gens, tu vois, il le décrit beaucoup à. Megastar. Là, il revient, il est tout en haut. Il repop comme pas possible, tu vois. Et une semaine après sa sortie, studio avec Street. Il a ce concept de What's Free, etc. Et Street, il me dit, écoute, je pense que si on sample What's Beef et qu'on l'actualise 2018, parce qu'on est en 2018 à ce moment-là, je pense que c'est un mec qui va kiffer, ça va avoir du sens pour lui. Moi, j'y crois pas trop et tout, mais on le fait quand même et tout. Et quand j'entends le truc, l'instru fini, tout ça, je me dis, ok, ouais, ça a du sens. Ok, là, je comprends. Je commence à comprendre la portée du truc. Donc, il a une vision, Street Runner. Franchement, c'est la vision de Street. Clairement, tu vois, je lui donne son crédit à 100% là-dessus, tu vois, parce que moi, j'étais en mode, ah ouais, t'es sûr? Parce que je suis pas toujours fan de sampler des trucs iconiques comme ça, tu vois. Mais là, c'est vrai que ça avait du sens, tu vois. C'est vrai. Et du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. Et vous proposez à Meek Mill, mais vous savez pas qu'il va avoir Rick Ross et Jay-Z, tu sais. Non.
on savait pas du tout. Okay. Donc moi, c'est mon premier Jay-Z, du coup. Et donc Meek pose en premier. Et c'est un morceau, je crois que c'est franchement le premier ou un des tout premiers morceaux qu'il fait pour Championships. Ouais. Ah ok, il l'a enregistré très tôt. Okay. Ouais, peut-être 10 mois avant que ça sorte. Ok. Ouais. Et il y a ce truc de Ross, il le veut pour son album, lui, il le veut pour son album. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que, donc je sais que Ross a posé, parce que Street m'appelle et me dit Ross, il a posé 5 couplets dessus. Moi, j'ai une version à la maison. Ah ouais, qui est pas sortie. Qui est pas sortie, où il y a 2 couplets de Ross qui existent pas, qui sont pas sortis, tu vois. Ah ouais. Où Ross, il raconte d'autres trucs, tu vois. Ok. Pour revenir sur les trucs où est-ce que j'ai des versions qui sont pas sorties. Et du coup... Ton disque dur, là, il vaut des millions. Ouais, des trucs. Non, franchement, il y a des trucs. Et du coup, sauf que voilà, donc, il n'y a pas de dispute, hein, mais c'est genre, s'il te plaît, laisse-moi voir mon album. Ouais. Voilà. Ouais. Sauf que Jay-Z écoute l'album de Meek. Ouais. Qui est manager de Meek à ce moment-là. Qui est, voilà, chez Roc Nation, etc. Et Meek veut Jay sur son album. Ok. Et Jay lui dit, ça c'est, je te jure, on est à 2 semaines avant que l'album il sorte. Ah ouais. Et moi, je suis à Atlanta à ce moment-là, tu vois, en plus. Ok. On est 2 semaines avant que l'album il sorte. Jay-Z lui dit, écoute, moi je suis chaud pour venir sur ton album, mais si je viens, c'est sur What's Free. C'est ce morceau-là que je veux faire. Ok. Voilà. Wow. Donc là, je me dis, putain, j'espère que Ross, il va lui laisser. Et bah, il lui laisse, tu vois, il est cool, machin. Et on n'entend pas grand-chose. Et 5 jours avant que ça sorte, l'ingé son de Meek, je suis encore à Atlanta à ce moment-là. Du coup, il reçoit le texto en direct devant moi, Street. Il lui dit, ouais, Jay-Z, il vient de poser et il a fait 44 mesures. Ou 48, ou je sais plus. Lui. Voilà. Et je me rappelle quand l'album de Meek est sorti, l'événement, il était sur What's Free, alors que c'était pas le single. Non. Et moi, le couplet Jay-Z, les gens faisaient des débats à la radio aux États-Unis. C'est le plus grand couplet de Jay-Z. Tu vois ce que je veux dire? Ou en tout cas, c'est le couplet de l'année. Incroyable, il a tout plié. Ouf, Et moi, c'était la première fois, tu vois, que j'avais un morceau comme ça qui impactait autant. Ouais. Ou genre, je vais sur Twitter, parce que le lendemain, je me lève sur Twitter, et je te jure, je vois What's Free, premier, top tendance, US. Ouais. On parle... C'est le truc dont on parle le plus sur Twitter. Et c'est toi qui as fait la production avec Street. C'est moi avec Street qui avons fait la prod. Et du coup, là, c'était mon premier disque d'or, d'ailleurs. Enfin, en single, en tout cas. Ouais. Et du coup, là, c'était un vrai truc de waouh. Ok, là, je vois la différence. Là, il y a un impact de ouf. Parce que j'ai fait des morceaux qui fonctionnent ou qui fonctionnent très bien dans les fanbases. Tu vois, genre Heavy Heart de Meek Mill, je sais que sa fanbase avait adoré. C'était Shine pareil. Mais là, je vois que ça dépasse et que même... on en parle sur des plateaux télé, tu vois. On en parle dans le journal. Tu vois. C'était la folie. Et ouais, c'était vraiment la folie. Et c'était la première fois que ça m'arrivait, ça. Ouais, très, très loin. Du coup, on fait un saut dans le temps. On avance cette fois-ci. Et comme on est toujours sur Jay-Z, God did! Off did! Ouais, absolument. De très belle manière. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Jay-Z, lui, il sait se faire remarquer. Ouais. Il sait ce qu'il fait. On l'appelle pour un morceau, il fait un album. Voilà. C'est ça, c'est quoi, 80? 80, ça fait quoi? Ça fait 5 couplets. C'est incroyable. Ouais, c'était incroyable. Donc, pour être précis, DJ Khaled sort un nouvel album. Ouais. Ça s'appelle God Did. Sur lequel c'est un des derniers morceaux qu'on a fait, God Did. Ah, ok. Ouais, on l'a fait vraiment à la fin parce qu'on a bossé, d'octobre à août, du coup, sorti le 26 août. Donc, si je comprends bien le fonctionnement que vous avez avec Khaled, il vous demande des prods, vous lui envoyez, mais vous savez jamais qu'il va poser dessus. Non, on sait jamais. Donc là, vous saviez pas, là. Et après, avec Khaled, juste pour revenir ce que tu dis, on a plein de cas de figure, en fait, dans la manière dont on travaille. Des fois, on fait les instrus tout seul, on lui envoie, il kiffe, il dit, mettez-moi ça de côté, ensuite il bosse dessus. Okay. Des fois, lui, il nous envoie des instrus, il nous dit, continuez, finissez ça. Okay. Ou il nous envoie des samples, je veux un truc comme ça. Tu vois, il nous fait des commandes, ou il nous envoie des trucs qu'il a commencé. Donc, il y a pas mal de manières différentes dont on bosse. Justement, avant de parler de God Did, il y a une rumeur qui dit que Khaled, il veut pas commencer ses albums sans avoir entendu une palette de toi et Street Runner. Il y a une rumeur qui dit ça. Voilà, c'est ça que je voulais. C'est une question en même temps. En vrai, si tu veux, maintenant, on travaille vraiment main dans la main, tu vois. Si tu veux, on lui envoie des instrus toute l'année. Des instrus toute l'année, tu vois. C'est même plus genre, tiens, faudra peut-être qu'on envoie une palette à Khaled. Street, il lui envoie par texto, tu vois. Et puis Khaled, il nous fait les retours en direct. Tu vois, c'est vraiment une autre relation de travail, tu vois. Mais j'ai l'impression que à Miami, et tu me dis si je me trompe, j'ai l'impression que les mecs sont très très unis, les gens de la musique à Miami. On dirait que tout le monde se connaît, ça bosse très vite. C'est vrai qu'il y a ce truc-là. Je vois pas ça dans les autres villes. C'est vrai qu'il y a ce truc-là. Et je sais pas si c'est ça qui a aidé Street, parce que si tu regardes bien, on a commencé à bosser étroitement avec lui en 2019. Ouais.
Street, il connaît Khaled depuis 2003. Oui, mais il était peut-être focus sur Cool and Dre. Et Cool and Dre, c'est Miami aussi. Et je trouvais qu'il y avait ce truc. Alors, eux, ils sont très très proches avec Cool and Dre, bien sûr. Ils étaient au lycée ensemble, tu vois. J'ai l'impression qu'à Miami, vraiment, c'est plus fraternel que dans les autres villes américaines. C'est peut-être aussi parce que c'est peut-être plus petit. Peut-être aussi. Tu vois, c'est un marché, en tout cas, qui est peut-être un peu plus petit que New York ou LA. Oui. Tu vois. C'est sûr. Après, bon, tu peux regrouper le South tout entier avec Atlanta, Houston, machin, mais... Mais donc, pour notre relation de travail, c'est... en fait, tu sais, dès qu'il a besoin de quelque chose, dès qu'il a une idée, c'est vers nous qu'il vient, en fait, tout simplement. Et puis, je pense qu'il aime énormément ce qu'on fait. Du coup, quand on lui envoie une instru, il est très attentif. Tu vois, il sait qu'il va peut-être entendre un truc qui va lui parler, qui va lui inspirer quelque chose, tu vois. Donc, c'est comme ça que ça se fait. Sur cet album, God Did, vous avez combien de morceaux? 8. Oh, putain. Ok. Dont le fameux morceau donc avec Jay-Z, il y a Rick Ross dessus et quelqu'un, Lil Wayne. John Legend aussi et Friday. Voilà, mais Jay-Z a pris toute la place, toute la lumière parce qu'il a fait un couplet qui est interminable. Voilà. À quel moment vous savez qu'il y a Jay-Z dessus? Vraiment sur la fin. En fait, je savais que Jay-Z devait a priori poser sur un instru à nous, mais je savais pas ça serait laquelle. Et en fait, à la base même, moi je pensais qu'il allait poser sur le morceau avec 21. Tu vois? Way Past Luck, il s'appelle. En fin de compte, non. Et en fait, je l'ai pas su, mais je m'en suis fortement douté, parce que comme sur le même scénario en fait que sur Not Sorry, Khaled demande des infos à Street sur l'instru qu'on a fait de God Did. D'ailleurs, pour revenir même, si tu veux, je reviens sur la création de cet instru. Ouais, je veux bien. Il y a eu Khaled a posté un trailer. Je sais pas si tu t'en souviens. Bon, ça c'est peut-être pas frais dans la mémoire de tout le monde, mais il a posté un trailer où il y a le refrain de God Did, chanté par Friday. Tu le vois, il est en Jamaïque, très calé, tu vois, il y a des cascades, etc. Et le mec chante God, etc. Donc, Khaled est venu vers nous, il nous a dit, je veux qu'on prenne ça et qu'on fasse une instru. Et je veux que ce soit une instru pensée au meilleur MC du monde. Et je veux que ce soit une instru grandiose. Je veux que ce soit fort. Pensez à Freemason, justement. Il nous a donné Freemason quand même. Pensez à toute cette école-là. Donc là, moi déjà, j'ai adoré le trailer qu'il a posté, j'ai adoré la musique qu'il y avait dessus, tu vois. Et il me demande de faire un truc dans un style que j'adore, tu vois. Et pareil, je te disais, comme je te disais tout à l'heure, il y a des jours où je me lève et franchement, je vais au studio et je suis naze, tu vois. Genre, j'aime pas ce que je fais, c'est nul, ça marche pas. Mais ce jour-là, tout s'est enchaîné parfaitement, tu vois. T'étais inspiré. Trop inspiré. Vraiment, c'était une de mes sessions préférées que j'ai fait, tu vois. Mais j'étais tout seul chez moi, à Aulnay-sous-Bois, et j'avais déjà fait ma journée, j'avais déjà fait ma prod de la journée. Généralement, j'en fais une. Moi, ça me choque jusqu'à maintenant. À Aulnay-sous-Bois. J'étais à Aulnay, gros. J'étais chez mes parents. J'ai produit pour Jay. Voilà. Et j'étais Aulnay-sous-Bois. Dans le sous-sol. C'est beau. Donc Street m'appelle, ok, on a ça. Quand Khaled nous demande un truc, c'est urgence. T'as fait ta journée, on s'en fout. T'avais un repas ce soir, non. Annule. On annule. Là, on bosse sur ça. Mais comme il m'a dit, c'est pour ce truc-là, je dis, ah ouais, putain, ça me chauffe, tu vois. Donc j'ai fait une petite pause d'1 heure, machin, et je me suis dit, ok, là, j'y vais. Et tout s'est super bien passé, tout s'est enchaîné, tout ce que j'avais envie de faire, tout passait bien, et genre, j'aimais vraiment, je me disais, putain, ouais, là, l'instru. En fait, tu vois, comme je te dis, je me mens pas moi-même, je me disais, non, là, j'y suis, tu vois. Street m'avait envoyé des drums, en plus, qui collaient parfaitement. Donc, j'avais vraiment un espèce de produit fini, tu vois, où je me suis dit, oh, là, c'est carré, tu vois. Et donc, on a fait l'instru comme ça, je l'ai envoyé à Street, il a rebossé dessus, il l'a envoyé à Khaled, il a fait ses trucs dessus. Et on en revient à Khaled envoie un texto à Street pour lui demander des infos sur l'instru. Quand il demande des infos sur l'instru, c'est pris, ça va sortir. Souvent, et il y a moyen même que ce soit un single. Pas forcément. C'est que, en fait, souvent, ce que ça veut dire, c'est que ce soir, elle est avec un artiste. Qui va poser sur cet instru. C'est souvent, ça s'est souvent traduit par ça, tu vois. Et du coup, le lendemain, je vois un post de Khaled qui dit Ov Vocalzine. Tu sais, il fait une photo, il est comme genre, il perd la boule, tu vois. Je peux te rappeler de la photo, il est en mode, wesh, qu'est-ce qui se passe? Feu partout, point d'exclamation, alerte, Ov Vocalzine. Il a, voilà. Mais on sait, tu sais, Khaled, il poste ça pour tout. Tu vois, des fois, il mange un bon repas, il fait cette tête-là aussi. Il fait ça, c'est ça, pour le lobster, machin, alerte, il devient fou, bon bref. Et du coup, je me dis, ok, bon, je veux pas trop m'avancer, j'en ai très envie, mais je pense que il y a Jay-Z dessus. Je pense qu'il y a Jay-Z dessus. Et c'est plus ou moins comme ça que je l'ai appris, sans en avoir confirmation. Et ça m'a été confirmé après. Ok. Quand t'entends, première fois que t'entends le couplet de Jay-Z, qu'est-ce que tu te dis? Alors, la première fois que je l'entends, déjà, il est 6h du matin, parce que je me suis levé pour écouter l'album. Donc, je suis fatigué un petit peu, tu vois, mais je suis excité. En plus, c'était charmé parce que j'étais chez un ami à moi, qui s'appelle Lenny's, qui est un producteur, et c'était son premier placement, tu vois. C'était son premier placement, et pas God Did, hein, mais, sur l'album God Did, et il a fait justement, on a fait le morceau ensemble avec 21 Savage. Donc, Way Past Luck. Mais lui, il est de quel pays, lui?
C'est un Français, il donne des sous, il habite à 2 rues de chez moi. Incroyable. J'étais avec lui en CM2, c'est mon ref, tu vois. Et vous avez fait cette prod tous les deux? On a fait cette prod ensemble, tu vois. C'est beau, ça. Ouais. Comme je te dis, moi, j'habite dans une rue, il y a une école dans ma rue. On est dans cette école primaire ensemble, tu vois. Et c'est mon ref, et du coup, il habite à 2 rues de chez moi. Du coup, on s'est dit, vas-y, on se rejoint, on écoute ça ensemble, tu vois. C'est quel morceau? Way Fast Luck, avec 21 Savage. Ok. 21. Voilà, exactement. Et son nom de producteur, c'est Lennis. Donc, on se dit, vas-y, rendez-vous chez lui, tout ça. Et voilà, Donc vous vous donnez des rendez-vous à 6h du matin. 6h du matin. Vous êtes d'une autre race. Réveil. Tu vois, je me suis couché, réveil. J'ai eu un peu de mal à dormir parce que j'étais super excité, tu vois. C'était ce que moi je considère comme le plus gros moment de ma carrière, tu vois, d'en avoir 8. 8 morceaux sur l'album de DJ Khaled. Dont des morceaux. Enfin, je pensais pas que Goddard allait faire ce qu'il a fait, honnêtement. Je pensais pas que ça allait être aussi fort, mais voilà. Et du coup, on écoute le morceau. J'écoute Ross. Ross, c'est mon rappeur préféré, donc je me régale, je chante. J'écoute le couplet de Wayne, je me dis, ok, je chante. Mais je suis pas tout à fait lucide. Et on arrive au couplet de Jay-Z. Déjà, comment il rentre dessus, avec son, tu sais, il a vraiment son flow signature, tu vois. Il rentre en Jay-Z, tu vois. Et j'avais grand envie qu'ils disent Hov Did. Je sais pas pourquoi j'avais ce truc. Et je vois, il commence le couplet en disant Hov Did. Cut sur l'instru, bam, ça redrop. Oh là, chante. Et il commence à parler de billionnaire et tout ce que j'aime. Et il rappe, et je dis, mais. Ça s'arrête pas. Il est 6h30. Tu vois Et j'étais en mode, ah ouais, mais en fait, il a vraiment rappé non-stop. Donc j'ai eu besoin de me le reprendre plein de fois. Pour comprendre les phases qui amenaient à d'autres phases et pour comprendre la totalité du truc, tu vois. Parce que je me disais, mais attends, mais ça s'arrête quand? Parce qu'il rappe 4 minutes, un truc comme ça. 3 minutes 30, 4 minutes. Je me dis, ah ouais, putain, mais c'est grave, là. Et voilà, on s'est écouté l'album comme ça, et on est revenu sur le morceau. On est revenu sur le morceau, évidemment, avec 21. C'était le premier placement de mon gars, tu vois, donc on s'est écouté ça en boucle. Et voilà, c'était incroyable, tu vois, c'était une fierté. Il y a un truc dans votre rue, quand même. Premier placement, toi, c'est Lil Wayne. Et lui, à 21 Savage, normal. Sur un album. Attends, mais lui, là. C'est un album de Khaled. Lui, c'est trop. Lui, premier placement. L'album, il va être or. Oui, ça, c'est... Moi, j'ai attendu 2 ans pour avoir un disque d'or, tu vois. Sur un album de Khaled, d'ailleurs, mon premier, c'est Grateful. Voilà. Lui, premier placement, il va l'avoir. Il va l'avoir. Premier placement, nominé au Grammy. Ok, ouais. Parce que l'album est nominé, on va en parler, on va en parler obligatoirement. Nominé au Grammy. Donc lui, il a ça commence très très bien. Ouais, très bien. Et du coup, voilà, c'était charmé, tu vois. En fait, c'était un tout. Il y avait déjà, j'étais très fier. J'étais aussi fier de faire des morceaux comme ça. Parce que, tu vois, je repense à moi de 2010. 2011, c'est ça que je veux faire. J'ai jamais fait de compromis, tu vois. Et c'est un truc que j'ai déjà dit, mais je sais très bien que le Tariq de 21-22 ans, il écoute ça. Si c'est pas lui qui l'a fait, il est choqué. Il se dit, ah putain, j'aime trop, c'est trop. Tu vois ce que je veux dire? Sincèrement, genre, c'est pareil que Frère Enterprise, tu vois, genre, moi, l'album il sort, c'est pas moi qui ai fait cette prod, je me le prends. J'aime trop, tu vois. Et du coup, voilà, c'est un mélange de tout ça. Fierté aussi et content pour mon gars qu'il ait eu son premier truc, qu'on puisse partager ça ensemble. Et voilà, tu vois, juste sur les réseaux, j'ai grave des bons retours. Les gens, ils kiffent, tu vois. Donc, franchement, c'était charmant. On est fiers, nous. On est fiers de ouf. Moi, je te suis sur Twitter, je vois tous tes trucs, je suis content. Merci, vraiment. Là, depuis tout à l'heure, on parle de plein de morceaux. Bien sûr, t'en as fait plein d'autres encore. La liste est longue. On va pas faire tous les morceaux. Mais, est-ce que t'as assisté à des séances studio dans tout ça, où le rappeur pose sur ta production? Parce que tu parles beaucoup de trucs où, bien sûr, il est sur place, Street Runners, donc toi t'es en France, mais est-ce que ça t'est arrivé quelquefois d'aller aux États-Unis et d'assister à des séances? Ça m'est arrivé, mais en vrai pas sur des artistes majeurs. Ça m'est arrivé sur des artistes, on a fait tout un EP avec enfin, non, il est pas signé en majeur, donc je peux pas dire que c'est un artiste majeur. Un artiste qui s'appelle Fern, qui fait du rap chrétien pour le coup, tu vois. Je crois son groupe s'appelle Social Misfit. Je crois qu'ils ont un gros following, mine de rien, dans ce monde-là, tu vois. Parce que le rap chrétien, tout ça, attention, tout ce qui est gospel, ou gospel, street gospel, ils aiment bien dire aussi, s'il y a énormément de gens qui suivent. Après, faut être connaître, au courant, faut connaître. Moi, je suis pas un spécialiste. Moi non plus, loin de là, et je pense qu'en France, on est pas beaucoup, tu vois. Je sais que, par exemple, quand Kanye West, il a fait un album de gospel, même Snoop, il a fait un album de gospel, c'est rentré numéro 1. Ouais, bien sûr. On ne se rend pas compte. Ouais, c'est fort. Voilà. Il y a des vrais trucs là-dessus. Et du coup, j'ai assisté à ça, mais pas forcément. J'étais pas en studio avec Jay, bon, évidemment. J'ai pas été en studio avec Ross, etc. Je suis même pas sûr que Khaled ait été en studio avec Jay. Jay, il était solo avec Guru. Voilà. Young Guru. Lui, il racontait partout la séance. Exactement. En interview, et pas plus que ça, tu vois. Donc non, j'ai pas spécialement eu l'occasion, tu vois. Et en vrai de vrai, même Street, en fin de compte, c'est assez rare qu'il puisse, parce que. C'est vraiment du placement. J'ai l'impression que les États-Unis, c'est beaucoup comme ça. Le pays est grand. En fait, tu peux, c'est ça. Tu peux, il va quand il peut, il va en studio, tu vois. Et évidemment que
c'est plus efficace, mine de rien, parce que je pense qu'on convertit à 80-90% quand il va en studio, tu vois. Ouais. Mais bon, il y a des réalités, tu vois, et il y a des choses. Ça va vite, et puis, les mecs aussi, des fois, ils ont des lives, hein, ils sont encore dans la street, tu vois, t'as des trucs de ouf, et du coup, les mecs, ils ont pas la même vie que toi, tu vois. Faut juste se rendre compte de ça. Et DJ Khaled, tu l'as déjà rencontré? Je l'ai jamais rencontré, Khaled, non. Moi, je veux des vidéos. Le jour où vous rencontrez, je veux voir des vidéos. Ça va être fort. Ça peut se faire, tu vois. Tu vas finir sur son Snap. Ouais. Je pense que ça serait très gaulerie, tu vois. Ouais, non, ça, faut organiser ça. Ouais. Faut que vous rencontriez. Je compte peut-être aller aux États-Unis. Des fois, je prends pas forcément le temps d'y aller. Tu vois, là, j'hésite à y aller pour les Grammys, tu vois. Donc, on verra à ce moment-là. Ouais. Mais ça peut se faire, ouais. T'as bossé avec une rappeuse que j'aime beaucoup, qui n'est pas super connue, Dream Dolls. Ouais, absolument. Comment tu t'es retrouvé à bosser avec elle? Comment ça s'est fait, c'est totalement pour moi. Je suis un peu amoureux. Je suis un peu amoureux d'elle, je dois dire avec. Je te comprends. Je peux arranger un truc. Ah ouais, je veux bien, moi. Elle aime bien les grands renois. Ah ouais, je suis pour. Ça va. Comment ça s'est fait, Dream Dolls? Franchement, je saurais plus te dire. Je crois que c'est un gars de street qui s'appelle Toré, qui bosse avec elle et qui nous a demandé de faire des trucs, et ça s'est fait comme ça, je crois. Mais j'ai plus le détail en tête de comment exactement ça s'est fait, mais ça s'est fait par ce mec-là, Toré, ouais. Je l'aime beaucoup, et je parle pas que physiquement. Ouais, non, je trouve qu'elle a une bonne attitude, comment elle rappe et tout. Il y a d'autres trucs qu'on a fait qui sont pas sortis, et j'étais agréablement surpris, parce que tu peux avoir l'idée d'une gogole tu vois, qui est juste un physique et qui est nul. Non. Mais elle a une vraie attitude, je trouve, vraiment, tu vois. Elle rappe bien, ouais. Un vrai truc. Ok. Moi, il y a deux dernières questions que j'aurais voulu te poser. Je dis deux, mais elles sont c'est peut-être deux en une. Il y a ce qu'on appelle aux États-Unis le brand name. Ça veut dire travailler sur son nom comme une marque et tout. Et, par exemple, je trouve qu'en France, t'es nominé au Grammy Award. Là, je trouve qu'il n'y a pas assez de résonance. Ouais, je suis d'accord avec toi. T'as fait plein de belles choses. Là, on découvre ça aujourd'hui dans le podcast. T'as fait plein de grandes choses, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de résonance en France. T'es un Français, t'es un mec d'Aulnay, et tu as créé ça, d'Aulnay-sous-Bois 93. Ouais. Donc, c'est important. Ouais. Et est-ce que toi, t'as pour but de plus travailler sur ça, sur ton nom, que... Moi, je vois aux États-Unis des Dr. Dre, des Timbaland et tout ça. À un moment, juste, tu dis, produit par Dr. Dre, produit par Timbaland, les gens, ils écoutent tout de suite. Il faut que Tariq Azouz, ça devienne une marque comme ça. Est-ce que tu veux travailler sur ça? C'est un truc que je commence à faire un peu plus, qui n'est pas forcément naturel chez moi. Je suis pas anti non plus. Tu vois, je suis pas du tout genre, je veux pas qu'on me connaisse, non, ne parlez pas de moi, etc. Mais j'ai tendance à faire les choses vraiment spontanément quand ça me vient, en fait. Et c'est un des trucs qui me vient pas forcément naturellement. Ouais. Et pourtant, moi, j'aime bien le faire, tu vois. J'aime bien discuter avec toi, j'aime bien faire ce podcast. Ouais, c'est cool. J'ai fait le code avec Mehdi, c'était cool. Tu vois, donc, c'est pas un truc du tout que j'aime pas faire, tu vois, au contraire. Mais c'est vrai que je me lève et je pense pas à ça. Tu vois, je suis concentré, je fais mes instrus, je fais mes trucs. Et entre guillemets, je me dis que j'en ai pas besoin parce que moi, je suis content de ce que je fais, ça, tu vois, et ça avance, etc. Mais c'est vrai que je me dis, ok, t'as sûrement un coup à jouer. Et là, je le vois déjà sur cet album de Khaled, tu vois. Quand j'ai su que j'en avais 8, je me suis dit, écoute, l'année dernière, t'en avais 6 sur l'album d'avant. T'as pas fait grand-chose pour le promouvoir. Là, cette fois-ci, joue le jeu, tu vois. Donc, j'ai eu pas mal de demandes de toi, etc. Donc, j'essaie d'en faire un maximum. J'essaie de communiquer, de poster un peu plus sur les réseaux, etc., etc. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui m'ont découvert, tu vois, via ça. Et au-delà du public, des gens de l'industrie, tu vois... J'ai Hamza qui m'a envoyé un message il y a peut-être 3 semaines. Ouais, gros, trop lourd, etc. On s'est capté la semaine d'après, tu vois. Il se prépare des choses. Trop tard. Oui, mais pas pour son album, tu vois. Là, peut-être celui d'après. Ouais, peut-être celui d'après, mais bête de gars, en tout cas. Franchement, j'ai kiffé. C'est vraiment un bon. On le salue. Ouais, shout out à lui. Et du coup, et d'autres, hein, tu vois, j'étais avec Rimka il y a pas longtemps. D'autres mecs. Enfin, Rimka, il me connaissait. Mais ça m'a ouvert pas mal de trucs, tu vois. Ou même des gens qui peut-être me connaissaient et qui... Je me suis, entre guillemets, rappelé à leurs souvenirs ou par le... Peut-être que tu vas enfin pouvoir travailler avec des Français. J'ai des trucs qui arrivent, là. J'ai pas mal de trucs qui arrivent. Voilà. J'ai bossé avec Rimka. J'ai bossé... Il y a des trucs avec Olpi, normalement, qui arrivent. J'ai bossé avec... c'est déjà sorti avec, comment il s'appelle, Dossé. Ouais. J'ai fait le track de son album Trop tôt pour mourir, donc c'est le track éponyme. Donc non, il y a d'autres trucs aussi, tu vois, on attend que ça sorte. Mais ouais. Mais il y a un truc, parce que là, tu parles de faire des interviews ou alors poster sur les réseaux et tout, mais en vérité, il y a un truc qui apporte beaucoup à ce développement de son nom par rapport à la marque, c'est un album de producteur, comme a pu le faire, comme le fait tout le temps Khaled, comme a pu le faire Timbaland ou quoi. Est-ce que toi, c'est un truc dont tu rêves, un truc que tu as envie de faire? Ouais, bien sûr. C'est un truc que j'ai dans la tête. J'ai pas envie de dire que le truc qui me retient, le seul truc, c'est que j'ai
tu sais, j'ai des envies pour cet album. Ok. Et j'ai pas les ressources pour mes envies, pour le moment, tu vois. C'est-à-dire que je peux pas appeler Jay-Z à avoir un couplet. Ouais. Je peux pas appeler encore Mick à avoir un couplet, tu vois. Ça pourrait peut-être se négocier, mais j'en doute. Tu rencontres Khaled, tout va changer. C'est ça, mais du coup, je le fais via Khaled, plus ou moins, tu vois. Non, mais quand tu vas le rencontrer, il va te voir. Et qu'il va dire Habibi, et il va commencer à te parler en arabe et tu tout. vois que ce côté jeune rebeu... Mais oui, tout va changer. Ouais, tu vas dire je Jay-Z, il va dire mais c'est bon. J'appelle FaceTime. Voilà. Et du coup, mais voilà, c'est un peu ça qui me retient entre guillemets, mais en même temps, j'ai pas envie que ça me retienne trop parce que si tu vois, c'est quoi l'expression, le mieux l'ennemi du bien. Voilà. Ok. Et du coup, si je suis toujours dans cette truc je veux Jay-Z, je veux Lil Wayne, je veux Rick Ross, je veux Nas sur mon album, bah il y a de grandes chances que j'en fasse jamais, tu vois. En vrai de vrai. Okay. Mais c'est un truc qui me trotte un peu dans la tête. C'est dans un coin de ta tête. C'est dans un coin de ma tête. Après, je pense qu'il faut que mentalement ça prenne du sens dans ma tête et que j'ai une vision pour cet album, de me dire OK, et une vision qui soit que je puisse accomplir aussi, hein. Bien sûr. Tu vois, et que je me dise OK, l'album ça va être ça, je vais faire ça avec telle personne. OK, c'est ça. Là, j'ai ma direction. Tu vois. Et ton label où tu produirais des artistes? Ça aussi, c'est un truc auquel je pense, mais ça, c'est énormément de travail. Ouais. Vraiment du travail. Et j'ai pas envie d'être dans une démarche de signer des petits et on voit ce qui se passe, comme avec ce que tu m'as dit sur Universal. C'est pas les seuls à le faire, il y en a plein qui font ça. Tu vois. Tout le monde. Hein. Tu vois. Mais j'ai pas envie spécialement d'être dans cette démarche. Mais j'ai le truc qui aurait du sens pour moi au niveau d'un label, c'est que j'aimerais bien créer ce pont, tu vois, de ces jeunes producteurs français qui rêvent de faire des trucs aux États-Unis et d'être pour eux, c'est une idée, ça, potentiellement un facilitateur. Et ça serait une idée, tu vois, qui sortirait de ce qui existe déjà et qui aurait une plus-value par rapport à ce qui existe déjà, tu vois. Ça serait différent. Donc, mais il faut que je trouve les producteurs, tu vois. Faut que je trouve. J'essaie d'écouter beaucoup ce qu'on m'envoie. T'as le temps. Voilà, j'ai le temps. Là, j'ai 32. Je me dis bon, tu vois. Tu peux le faire quand tu veux, ça. Voilà. Mais c'est un truc auquel je pense et j'aime bien cet angle-là, tu vois. Mais j'ai pas encore trouvé. Faut que ça ait du sens. Quand j'entends, je me dis, c'est lui. Lui, ça va être le bon, lui. Lui, il est dedans. Très bien. L'heure est venue de parler des Grammy Awards. Ok, allons-y. Bon, il y a combien de nominations? Parce que c'est ça le plus choquant. Cette année? Ouais. 6. Là, t'as 6 nominations aux Grammy Awards. Ouais. De tête, tu sais sur quel morceau? Ouais, je peux te dire exactement tout ce que j'ai. Donc, God Did, le morceau, on est nominé 3 fois. Et c'est ça qui m'a vraiment limite choqué, parce qu'on est nominé pour Song of the Year. Ouais. Donc, Song of the Year, c'est tout style confondu. C'est pour moi, et c'est pas parce que je suis nominé maintenant, mais c'est avant d'être nominé pour ça, pour moi c'est la plus grosse catégorie des Grammy. Chanson de l'année. Donc il y a 1 million de chansons qui sortent. Dans toutes les musiques. Voilà, toi dans la pop, la country, l'électro, et il y a God Did dedans. Voilà, les Grammy ont décidé que, je sais pas si c'est 8 ou 10 titres qui sont nominés, on va dire 10 pour être au plus large. Voilà, je suis dans les 10 de l'année. Dans les 10. Donc, et tu as fait ça à Aulnay-sous-Bois. À Aulnay-sous-Bois. Et ce qui est le plus important à mes yeux, c'est avec la musique que j'aime, tu vois. C'est exactement ce que j'avais envie de faire, tu vois. Donc, God Did, le morceau, est nominé pour Song of the Year, Rap Song of the Year et Rap Performance of the Year. Wow. Ok. L'album God Did, ça aussi, je suis très fier parce qu'on a produit la moitié, est nominé pour Rap Album of the Year. Ok. Donc, album rap de l'année. Et ensuite, l'album de Mary J. Blige, sur lequel j'ai fait 2 morceaux, est nominé pour album de l'année. Donc pareil, tous les fields, tous les styles confondus, et album R&B de l'année. Wow. Donc voilà, c'est ça les 6. T'as bossé avec Mary J. Blige. J'ai bossé avec Mary J. Blige. Ça aussi, c'était un truc que je voulais faire, et j'étais très content. Là. Incroyable. Franchement, tout ce que je peux te souhaiter, moi, c'est de continuer, de faire plus. Ouais, j'espère aussi. D'obtenir tout ce que tu veux. Et franchement, l'histoire que tu viens de raconter là, tu montres à beaucoup de gens que tout est possible. J'espère. Moi, c'est, tu vois, le fait de mettre en avant mon profil. Ouais, voilà. Le fait de mettre en avant mon truc, c'est aussi pour ça, tu vois. Bien sûr. Tu vois, c'est aussi pour dire, écoute, et tu peux aussi y arriver sans te travestir, tu vois. Et Dieu m'en est témoin, j'ai mis de douille à personne. Voilà. J'ai volé personne. Il n'y a pas une casserole sur moi de vol d'instru, de trucs, tu vois. Je l'ai fait en toute sincérité et par mon truc, tu vois, tu peux y arriver sans être une merde, entre guillemets, tu vois. Et parce que voilà, des fois, il y a ce truc de, ah non, mais si tu vas arriver à ces positions-là, c'est sûr que tu dois faire. Non. Tu vois, tu peux être toi-même, faire ton truc, et faire un truc sain, tu vois. Et je vous le dis, le mec est humble. Merci. Il pourrait se la raconter, hein. Et il a 6 nominations cette année, rien que cette année au Grammy. Et il pourrait se la raconter. Franchement, si je lui rappelle pas qu'il est nominé, il en parle pas. Bah, c'est ton interview, tu vois. Non, c'est beau. T'aurais pu arriver direct comme ça. Moi, je suis nominé. Non. C'est pas le style de la maison. Non. Très bien. Moi, je suis vraiment content de tout ce qui t'arrive. Et que je te l'ai dit tout à l'heure, on est fiers. Merci beaucoup. Français, un banlieusard. Merci. On le laisse, c'est pas loin de chez moi. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis content pour toi, tu vois, que après toute cette carrière dans le rap, tu continues de faire des choses et que ça soit relevant, tu vois. C'est gentil. Donc, ouais, c'est inspirant. Nous, on laisse jamais partir nos invités sans un cadeau.
Oh. Donc j'ai un cadeau pour toi. Merci. Et le but, c'est que tu l'ouvres et que tu expliques au micro ce que c'est. Ok, stylé de ouf. Donc le voilà. Ouh, je suis un peu stressé là. Non. Ok, donc je pense qu'on est sur un livre déjà. Il y a des chances. Je m'attendais à une chaîne, à un bling, moi. Une chaîne We the Best. Ouais, même vie, tu vois. Ouais. Ciao. Ok, c'est bon, j'arrive. Alors, nous sommes effectivement sur un livre. Ok, damn son, where you find this? Donc ça doit être un historique de mixtape. Exactement. Putain, chambé. Voilà. Ouais, je me rappelle très bien de ces mixtapes. Putain, ça là, tu me ramènes vraiment en... Et avec le recul, j'adore ces covers maintenant. De ouf, hein. J'adore. Moi aussi. Là, tu me ramènes vraiment début, quand j'ai commencé à faire du son et que je rêvais de bosser pour ces gars-là, tu vois. 2010, 2011, 2012, toute cette école-là, tu vois, des French Montana. Si t'es autant fan de Rick Ross, de Meek Mill, de tout ça, obligatoirement, t'as connu cette époque-là. J'étais fou, j'allais sur DatPiff à temps plein, tu vois. J'ai un grand fan de DatPiff. Putain, non, je savais pas du tout que ça existait. Dream Chaser. Voilà. Ça, c'est une des mixtapes qui m'a grave inspiré et qui a façonné mon son, tu vois, de Mick, du coup. Ouais. Et c'est pour ça que j'étais très heureux d'ailleurs d'être sur Dream Chaser 4 et de faire partie de cette histoire de Dream Chaser, tu vois. Ouais. Parce que pour moi, c'est une des meilleures séries de mixtapes. Et ouais, je me rappelle de Rich Forever, je me rappelle des Mac and Cheese. Des Black Bar Mitzvah, de Rick Ross, incroyable, tout ça, ouais. Mac and Cheese, c'était French, du French coup. Montana, ouais. Et aussi, c'est une belle série avec Mac and Cheese. Mac and Cheese, c'était très bien. Moi, j'aimais beaucoup Wayne No Ceilings, moi, Sorry for the Wait. Je suis dedicated, moi, de Dedicated Wayne. Aussi. C'est ça, moi. Et tous ces mecs, tu vois, des mecs ont les OG de Juice Man. Ouais. Tu vois, il est bien présent dans ce il est juste devant, moi, gros. Voilà. Don Cannon, les Gangsta Grills aussi, de DJ Drama. Ouais. Ça, pour moi, c'est vraiment mes souvenirs de rap de quand j'ai commencé à vouloir en vivre, tu vois. Ok. Gotti, pareil, c'est un de mes rappeurs préférés. Ouais. Je suis trop content des morceaux que j'ai fait avec Gotti, tu vois. Ouais. On a fait 2 morceaux cette année avec lui sur son album, là, Sienten. Ok. Et je suis trop content de ces morceaux-là, tu vois. Mais ouais, non, franchement, merci beaucoup. Vraiment, là, tu m'as fait kiffer. C'est pour toi. Chambé de ouf. Merci à toi, en tout cas, de nous avoir raconté tout ce parcours. Avec plaisir, merci pour l'invitation. On te souhaite beaucoup de bonheur. Merci. Ok. À plus. Ciao. Featuring est un podcast original Angle. Présenté par Driver, produit et réalisé par François Cusset, ingénieur du son Thomas Gabriel, générique original Ovich Beats. Abonnez-vous au podcast Featuring sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.